Alors, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue ici à l'Université Laval. On est au PEPS. On a laissé les portes ouvertes. Vous allez probablement voir des gens arriver en cours de route. Mon nom est Lise Langlois. Je suis directrice de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Et il me fait plaisir ce soir de vous souhaiter la bienvenue. Pour vous expliquer un peu le déroulement, eh bien, vous allez entendre un panel. Je vais laisser la parole à Pierre-Luc Désiel, qui est responsable de ce panel. Il va vous expliquer et vous présenter les conférenciers. Par la suite, on va entendre chacun exposer leurs propos et moi, je vais me promener un peu dans la salle. Vous allez me voir un peu debout. Et si jamais vous avez des questions à poser quand ce sera le temps, n'hésitez pas à lever la main et je vais venir vous voir avec le micro. Aussi, cet échange va être aussi l'occasion, on va terminer ça, il va y avoir un petit côté social, donc il y a un petit cocktail qui va être servi à la fin. Juste pour vous expliquer un peu le contexte de cet événement ce soir, ce qu'il faut savoir, vous avez vu, il y a deux banderoles. Il y a une banderole sur l'Observatoire, mais il y en a une deuxième qui vient de l'Institut d'éthique appliquée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre-Luc Désiel a démarré un chantier à l'Institut d'éthique appliquée, voilà de cela 2 ans, qui s'appelle « Éthique et acceptabilité sociale des données massives et de l'intelligence artificielle ». Alors, au début, on s'était dit, on se rencontre, on discute de cette thématique-là et on invite tous ceux qui seraient intéressés à venir réfléchir à ces enjeux. Donc, on avait un groupe quand même relativement varié en sciences et génie, en droit, en éthique, etc. Puis petit à petit, le groupe a grossi et de ces réflexions-là a donné lieu le projet Synergia. Donc, ce soir, c'est le premier lancement de ce projet-là. Il y en a 3 autres qui vont suivre et Pierre-Luc va vous exposer ces thématiques. Donc, vous n'êtes pas venus ce soir pour m'écouter, mais surtout écouter nos panélistes réputés. Je vais repasser la parole à Pierre-Luc immédiatement. Parfait, merci beaucoup. Alors, merci Lise, merci à tout le monde d'être là aujourd'hui pour ce premier épisode du projet Synergia. Donc, on n'est pas venu pour m'écouter moi non plus, on est venu pour écouter les panélistes, mais je vais quand même vous voler quelques petites minutes pour vous expliquer de manière générale le projet Synergia, pourquoi on est là, pourquoi est-ce qu'on a monté ce projet-là, puis qu'est-ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, en fait. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter nos panélistes. Donc, le projet Synergia, en fait, c'est un cycle de séminaires publics. Un cycle de séminaires publics qui s'intéresse à la gestion responsable ou l'utilisation responsable des données dans différents domaines ou dans différents contextes d'intervention de l'intelligence artificielle. Donc, le premier, ce soir, va porter sur la santé. Le deuxième, qui va se dérouler au mois de février, va porter sur les données culturelles, le milieu artistique. Dans un troisième temps, on va se déplacer vers les données judiciaires et la justice prédictive. Et dans un dernier temps, on va clore ça sur une discussion, le Synergia numéro 4, sur les données dans le contexte de la publicité ciblée. Donc, le premier débat aujourd'hui va parler, c'est pas un débat non plus, mais une discussion va porter sur la santé. Et l'objectif général du projet Synergia, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que l'intelligence artificielle peut amener des nouvelles pratiques, des nouvelles découvertes dont la société va pouvoir bénéficier, qui vont pouvoir générer des retombées globales, sociétales qui sont importantes, mais d'identifier aussi certains des risques que l'utilisation des données qui vont venir alimenter ces dispositifs d'intelligence artificielle vont amener. Donc, dégager des bénéfices, mais dégager des risques aussi, mais dans un troisième temps, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut dépasser cette opposition entre l'intelligence artificielle et les risques de la manipulation des données, et de voir comment est-ce qu'on peut établir une certaine forme de synergie entre l'utilisation des données et l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle. Donc, d'où le nom Synergia. Donc, on a essayé d'être un petit peu clever à travers tout ça en mettant un IA à la fin de synergie. Donc, voilà pour le nom. Donc, la problématique de la santé est émergée, est apparue sur notre radar de manière assez naturelle parce que dans les débats sur l'intelligence artificielle, vous en avez peut-être entendu parler dans la littérature, la santé est un des domaines qui est souvent vanté comme celui où l'impact de l'intelligence artificielle va être le plus grand, notamment dans les domaines de l'oncologie, par exemple, où on va pouvoir dégager des bénéfices qui sont extrêmement importants, extrêmement intéressants pour la société.
sécurité. En même temps, les données qu'on va être amenés à traiter, les données qui sont médicales, qui portent sur l'état de santé des personnes, des renseignements personnels sur la santé, sont aussi parmi ceux qui sont les plus sensibles. Ils sont régis par des régimes de confidentialité qui sont excessivement stricts. Donc, dans les deux cas, on est un peu au bout du spectrum. Des données excessivement sensibles, mais des bénéfices qui sont excessivement intéressants. Donc, comme premier point d'appui pour le projet Synergia, on trouvait que c'était assez naturel, assez intéressant de commencer par ça. Donc, on a la chance d'avoir 4 merveilleux panélistes avec nous aujourd'hui pour discuter de tout ça. Donc, je dois vous avouer dans un premier temps que je leur ai interdit les PowerPoint. Hein, l'objectif, c'est d'avoir une discussion. C'est la raison pour laquelle Lise va se promener avec un micro pour que vous puissiez poser des questions. Donc, l'activité est structurée autour d'un certain nombre de questions, 4 blocs de questions. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à l'importance de l'intelligence artificielle dans vos expériences personnelles. Comment est-ce que c'est utilisé? Comment est-ce que ça peut amener des retombées qui sont positives? Dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on va chercher les données? C'est quoi les points d'accès des données? Où est-ce qu'on va chercher ces données-là? Et c'est quoi les difficultés qu'on peut avoir au Québec pour avoir accès aux données médicales qui peuvent alimenter l'intelligence artificielle? Dans un troisième temps, le troisième bloc va s'intéresser, on va essayer de cibler un petit peu plus la confidentialité, les enjeux de protection des renseignements personnels, la fameuse notion du consentement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et dans un quatrième temps, donc, des solutions qui sont un peu alternatives. Est-ce qu'il y aurait des modes de gestion des données alternatives? On parle beaucoup des data trusts, par exemple, ou des fiducies de données, qui pourraient être intéressantes, qui pourraient être envisageables au Québec. Et ce serait quoi les difficultés qui pourraient émerger de ces nouvelles structures-là, mais aussi les bienfaits qui pourraient émerger de ces nouveaux modes de gestion des données. Donc, je vais me référer à mes notes pour présenter nos panélistes pour être sûr de rien oublier. Dans un premier temps, à mon extrême droite, donc à votre extrême gauche, Caroline Sirois. Caroline Sirois, elle est professeure au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval. Elle est chercheure au Centre de recherche du CHU de Québec, au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec, au Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de l'Université Laval, et aussi chercheur associé à l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique du Québec. Elle est aussi titulaire de la chaire de recherche sur le vieillissement de l'Université Laval. Donc, merci beaucoup, Caroline, d'être avec nous. Dans un deuxième temps, on a Cécile Petitgand. Cécile Petitgand est doctorante, ou post-doctorante, pardon, au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal, donc le fameux CRDP, et au Centre de recherche du CHUM. Elle est chercheuse associée au Hub Santé, l'Université de Montréal, le HPOD, à l'Observatoire international sur les impacts sociaux de l'intelligence artificielle et du numérique, et au regroupement Justicia. Elle a effectué sa thèse en sciences de gestion, en sciences de la gestion, en co-tutelle entre l'Université Paris-Dauphine et l'Université de Sao Paulo au Brésil, sur le thème de la gestion émancipatrice des entreprises sociales brésiliennes. Et dans le cadre de son postdoctorat, elle s'intéresse aux enjeux éthiques, juridiques et sociétaux qui sont soulevés par l'intégration de ces innovations, des innovations donc de santé, dans le processus organisationnel et pratique clinique des professionnels de la santé et des services sociaux. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui, Cécile. Dans un troisième temps, on a Alexandre Boutillier. Alexandre Le Boutillier est cofondateur et chef des affaires corporatives chez Imagia. Imagia, qui est une entreprise qui a développé une expertise en intelligence artificielle de pointe pour diagnostiquer, traiter et guérir des maladies dévastatrices. Il y a une expérience de plus de 20 ans en direction de grands projets en technologie de l'information pour les hôpitaux, les agences spatiales et les villes. Donc, on est très chanceux de l'avoir avec nous. Bonjour Alexandre, merci d'être là. Et dans un dernier temps, et non le moindre, on a Philippe Després. Philippe Després qui est professeur au département de physique, de génie physique et d'optique de l'Université Laval. Il est physicien médical au CHU de Québec, chercheur au Centre de recherche sur le cancer de l'Université Laval, et il est aussi architecte des données pour le projet Pulsar, qui est une banque de données, je suis sûr que tu vas avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, la banque de données de santé de l'Université Laval qui a été mise sur pied il y a quelques années, quelques mois, dans les derniers temps en tout cas. Derniers mois, ouais. Donc, merci beaucoup à mes panélistes d'être là aujourd'hui. Merci à vous aussi d'être là. Donc, comme je vous dis, si vous avez des questions, à chaque bloc de questions, Lise va pouvoir les récupérer et vous pourrez dialoguer avec nos panélistes. Donc, le premier bloc, comme je vous disais, c'était de voir déjà commencer à identifier comment est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée aujourd'hui dans le contexte de la santé. Et sans qu'on rentre tout de suite dans les difficultés, peut-être juste voir
à quoi ça peut servir? Comment est-ce que ça peut générer des bénéfices qui sont intéressants pour la société? Où est-ce qu'on en est rendu dans tout ça? Et puis vous, j'ai envie de vous entendre chacune. Comment est-ce que vous l'utilisez ou comment est-ce que vous l'étudiez? Puis quels sont les bénéfices sociaux que ça pourrait générer? Je vais faire un retour en arrière de près de 20 ans. Donc, en 1998, on a vu l'apparition de premiers systèmes d'intelligence artificielle approuvés par la FDA. Ça a pris un petit peu plus de temps pour arriver au Canada pour aider le dépistage du cancer du sein. Donc, je vais faire la différence un peu avec les algorithmes d'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui. Donc, quand ces premiers systèmes sont arrivés par une compagnie qui s'appelait R2 à l'époque, c'était des gens qui, si on veut, pour faire une analogie, expliquaient à la machine, expliquaient au modèle à quoi ressemblait un nodule, à quoi ressemblait un cancer. Donc, il faut imaginer plusieurs caractéristiques. C'est sphérique, il y a des spéculations, il y a des teintes, des variations dans le nodule. Donc, on peut peut-être penser à une 500 caractéristiques qui vont nous permettre d'avoir une détection quand même correcte, donc qui a aidé de façon mitigée les radiologues à mieux détecter le cancer du sein. Donc, on était limité par, si on veut, l'imagination humaine à essayer de décrire notre compréhension imparfaite de ce qu'on voit à l'image qui peut apparaître être une anomalie. Dans les années 90, quand je faisais mes études, on avait dans nos textbooks, on parlait de deep learning. Cette technique a été raffinée de façon incroyable et elle a fait les manchettes vers les années 2012, où on a vu l'apparition de techniques. Je ne vais pas rentrer dans l'explication technique, mais essentiellement, c'est le modèle qui va découvrir des caractéristiques dans les données qui correspondent à une réponse qu'on cherche. Donc, on va entraîner des modèles sur une donnée pour découvrir des patterns. Donc, le modèle va apprendre toute seule un ensemble de patterns qui sont présents dans ces données-là. Donc, évidemment, au lieu d'avoir 500 patterns qu'on aurait écrits à la main de façon très complexe et très ardue, mais c'est la machine qui va les découvrir. Donc, je voudrais aujourd'hui, les techniques d'intelligence artificielle qu'on applique sont surtout utilisées pour faire de la détection de patterns. Donc, ça peut servir pour détecter des anomalies. Donc, en santé, souvent, une des premières choses qu'on veut faire, c'est voir si il y a une anomalie dans la donnée du patient. Ça peut être une donnée d'imagerie, ça peut être une donnée génomique, ça peut être différents types de données ou ça peut être une interaction entre plusieurs de ces données-là. Mais la détection d'anomalies, c'est vraiment le low-hanging fruit de ce que peut faire l'intelligence artificielle. Puis je pense qu'il y a des questions subséquentes où on s'en va. Donc, les premières choses qu'on peut faire avec l'IA, c'est des outils, appelons ça vraiment des outils d'efficacité, des outils qui vont sauver des coûts, qui vont sauver des erreurs. Ce sont des outils qui vont fournir des métriques quantitatives aux cliniciens, aux infirmières, au personnel soignant. Donc, tous ces gens-là cherchent des outils de mesure. L'IA est tout simplement un outil de mesure. Ça ne va pas remplacer les gens. Donc, souvent, on entend des collègues qui ont dit que je respecte beaucoup, mais je ne respecte pas ces propos-là. Ils disent que l'IA va remplacer les radiologues, par exemple. Ça va remplacer les radiologues qui ne vont pas utiliser l'IA. L'IA va vraiment juste remplacer certaines tâches. Les métiers vont se transformer, vont changer, et probablement les tâches ingrates qu'on fait aujourd'hui, peut-être qu'ils vont être remplacées par des modèles. Donc, je vais m'arrêter sur ça, mais je dirais actuellement, on est plus dans les débuts de l'IA, où les méthodes qu'on voyait en 1998, qui s'appelaient des systèmes d'aide à la décision, vont être améliorées parce que maintenant, on peut reconnaître beaucoup plus de patterns dans les données. Donc, on comprend que les systèmes sont plus performants. Dernier point, évidemment, ces systèmes-là ne sont pas parfaits parce qu'on s'entraîne sur des données imparfaites. Donc, un modèle qui va en découler va avoir sa propre précision, sa propre sensitivité, sa spécificité. Donc, c'est important comme utilisateur de comprendre son usage qui a été désigné et sur quelles données le modèle va être entraîné. Je vais donner un dernier exemple, puis après je m'arrête là sur ce point-là. Donc, si j'ai un modèle, puis il y a des modèles très performants en intelligence artificielle, on a même entraîné un modèle à jouer au jeu de Go, qui est beaucoup plus complexe qu'aux échecs, et qui a battu le champion du monde de Go. On pensait que ça allait arriver dans 10 ans, mais c'est arrivé il y a déjà presque plus qu'1 an.
Donc, Go, c'est un jeu extrêmement complexe, mais la machine qui joue au jeu de Go, en fait, déjà, elle ne sait pas qu'elle joue à Go et elle ne peut pas reconnaître la différence entre un pion noir et un pion blanc. Donc, elle peut juste jouer au jeu de Go. Donc, la machine, lorsqu'elle s'entraîne sur une tâche particulière, elle peut être très performante sur cette tâche-là, mais si elle ne s'est pas entraînée sur une donnée additionnelle, bien évidemment, elle ne va pas être capable de reconnaître cette donnée-là. Donc, j'ai un patient, une patiente asiatique avec un nodule pulmonaire. Si la machine était entraînée seulement à reconnaître des nodules pulmonaires de mutation EGFR, une mutation particulière, mais que dans les données d'entraînement, on n'a pas eu le sexe ni l'ethnicité des patients, et que le modèle prédit que cette patiente-là, ce nodule n'est probablement pas une mutation EGFR, peut-être que le modèle se trompe parce qu'il a manqué des données dans son entraînement. Donc vraiment juste détection. Donc, l'importance d'avoir des jeux de données qui vont être complets, qui vont être représentatifs, qui ne seront pas biaisés à la base. Donc, on va y arriver très certainement tout à l'heure. Donc, la difficulté de l'accès à des données va être importante, en fait. Oui. Je vais juste compléter ce que Alexandre disait. Il parlait beaucoup de détection, mais le Saint Graal aussi du côté de la médecine, c'est d'être en mesure, tu as fait allusion, les systèmes d'aide à la décision clinique, d'être en mesure de distiller toute l'information de données hétérogènes qui sortent de toutes sortes de nature, hein, données génomiques, données d'imagerie, données de laboratoire, données sur les habitudes de vie, de prendre tout ça et d'en extraire l'essence pour arriver à dire, ben, ça devrait être ce traitement-là pour ce patient-là. Donc, c'est un peu de réaliser les promesses de la médecine de précision. Donc, on se fie beaucoup sur l'IA pour être en mesure de un peu magiquement distiller toute cette information-là puis en produire du savoir qui va être actionnable ou qu'on va pouvoir utiliser en clinique. Je dirais qu'on est encore quand même assez loin de ça, mais ultimement, on veut tendre vers ce genre de système-là. Moi, je voudrais rajouter, vous m'entendez bien? Oui. Je voudrais rajouter que l'IA semble un peu distant, dans le sens où on pense à des outils de la décision pour des professionnels de la santé, mais nous, ce qu'on étudie, c'est des outils qui sont au contact de patients. Peut-être que vous en avez déjà vu, des symptom checkers, qui vous proposent, à partir d'un questionnaire qu'on dirait intelligent, de vous indiquer si vous devez vous rendre immédiatement à l'urgence ou bien vous pouvez aller dans une clinique. On étudie ce type de système à Montréal, au centre hospitalier universitaire, qui est en fait pour pas le nommer, mais un système qui vous permettait de répondre à un questionnaire assez rapidement, qui va produire intelligemment une note médicale qui imite ce qu'un médecin pourrait produire. Et puis cette note va parvenir à un urgentologue avant la visite avec le patient pour qu'il puisse gagner du temps dans l'interaction et puis après la prise de notes. Pourquoi je parle de ce système-là? C'est parce qu'il a été acheté par une compagnie qui l'utilise actuellement pour faire en fait de l'aide à la décision, du pré-triage, et il est possible que ce système soit intégré au 811 dans un futur proche. Donc, ça voudrait dire que il y a cet enjeu, puisqu'on va parler d'éthique, de droit, que vous allez répondre à un questionnaire où vous entendrez une voix, un chatbot, et vous ne serez peut-être pas au courant que ça sera non un humain, mais un robot qui vous parle. Et comme on a peut-être dit que ce système-là serait plus utile pour détecter un cas urgent, une pathologie finalement plutôt rare, etc., pour imaginer que ça remplace peut-être à ce stade-là pas mal d'aide à la décision humaine. Donc, je pense que c'est des systèmes qui semblent un peu distants dans l'imaginaire collectif parce qu'on se dit c'est des outils à la décision, par exemple, pour un urgentologue ou un spécialiste qui fait une colonoscopie pour analyser en temps réel des polypes, etc. Mais c'est palpable. Aujourd'hui, nous, en tant que patients, citoyens, on a accès à ces outils-là. Si vous, par exemple, vous téléchargez une application de bien-être qui va analyser toutes vos données, peut être connectée à votre montre intelligente, etc., derrière, il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui peut vous faire des recommandations, qui peut collecter vos données en temps réel, vos modes d'alimentation, de pratiques sportives, etc. Donc, je pense quand même, ça rentre dans notre quotidien et puis ça peut, d'une certaine façon, nous pousser vers telle ou telle décision. Donc, je pense que c'est déjà palpable. On voit que ça rentre dans nos pratiques. Excellent. J'avais pas beaucoup de choses à rajouter à ce qui s'est déjà dit. Moi, je vois beaucoup l'intelligence artificielle une façon d'aller
gérer la complexité qui est de plus en plus présente là, dans notre monde. Donc, d'aller aider à faire ce que les méthodes traditionnelles donc réussissent pas nécessairement à faire. Donc, je pense que c'est un peu ça vers quoi on tend là aussi avec l'intelligence artificielle. Peut-être rapidement rebondir sur ce qui a été dit par Cécile. Il y a des compagnies à l'heure actuelle qui présentent des systèmes peut-être de triage comme ça à l'urgence comme étant d'intelligence artificielle, mais souvent c'est des trucs très déterministes derrière. Il n'y a aucun entraînement sur les données. On présente ça comme de l'IA alors que c'est souvent pas de l'IA. Donc une dérive sémantique, là, les gens utilisent l'IA beaucoup parce que c'est à la mode. Il faut être en mesure de distinguer ce qui est de l'IA de ce qui ne l'est pas. S'il n'y a pas eu d'entraînement sur de la donnée, souvent c'est que c'est pas nécessairement de l'IA. Il faut se poser des questions. Mais on voit cette dérive-là, on le voit dans le milieu médical, entre autres. Donc, c'est assez intéressant parce que moi, ce que je trouve, là, ce qu'on essayait de faire, c'était de dégager les bienfaits ou en tout cas certaines avancées possibles de l'intelligence artificielle, incluant certains risques. Donc, je vois deux lignes qui se décident. Donc, déjà, qui se dessinent. La première, c'est un outil qui serait plus d'aide à la décision, finalement, qui serait utilisé par les médecins, par les cliniciens, pour amener une certaine forme de soins aux patients, et que là, pour le moment, on en est encore dans la reconnaissance d'anomalies, finalement. On n'en est peut-être pas encore un petit peu, comme tu disais, dans la médecine personnalisée, très, très avancée d'un traitement complètement individualisé pour la personne. Et puis, le deuxième axe, ça serait celui qui est un peu souligné par Cécile, c'est-à-dire d'accès au système de santé, finalement. Donc, notre porte d'entrée vers ce système-là, désengorger les urgences, par exemple, désengorger le système, savoir est-ce qu'on a à se rendre, qui on devrait aller voir, où on a une certaine forme d'assistance, finalement, une certaine forme de questionnaire qu'on pourrait remplir, une forme de chatbot, finalement, qui nous permettrait d'entrer dans le système de santé ou pas. Donc, deux lignes, une aide à la décision, une aide aux cliniciens, puis dans un certain temps, une aide peut-être aux patients aussi, de savoir où se diriger, de le diriger dans le système de santé. Donc, Philippe, j'ai envie de te relancer sur quelque chose. Tu disais, on n'en est pas encore complètement arrivé à la médecine de précision, la médecine personnalisée, qu'on nous présente un petit peu comme quelque chose de magique, là, finalement. Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi ce serait quoi la magie derrière tout ça, puis pourquoi est-ce qu'on n'en est pas encore là, finalement, à la médecine de précision? Je pense dans un premier temps parce que les données sont extrêmement fragmentées, vivent en silos. C'est extrêmement difficile dans le milieu médical de fédérer la donnée pour être en mesure d'apprendre d'elle. Je donne un exemple. Au CHU de Québec, on a 600 systèmes d'information différents qui stockent de la donnée. Okay? Moi, je pensais qu'on était dans les tops au Québec, là, mais je rencontrais des gens du 6 Chaudière-Appalaches, à Lévis, de l'autre côté. Eux, ils en ont 900 des systèmes d'information différents qui stockent de l'information. Parce que eux, ils couvrent les CLSC, ils couvrent les centres jeunesse, ils couvrent... Alors que moi, je suis juste un CHU, je couvre juste le tertiaire, le quaternaire. Eux, ils couvrent l'ensemble. Donc, cette donnée-là, elle est partout. La propriété de la donnée aussi, c'est pas nécessairement très clair. Qui la contrôle, qui a le droit d'y accéder? On a beaucoup de problèmes, en fait, légaux d'accès à la donnée. Les établissements, entre eux, peuvent difficilement se partager de la donnée. Donc, imaginez les chercheurs, c'est encore pire. C'est des combats qu'on mène en parallèle de nos activités de recherche, d'essayer de changer les choses de ce côté-là. On va parler de consentement plus tard, mais je pense qu'un des principaux obstacles actuellement, c'est de pouvoir accéder tout simplement à la donnée qui nous permettrait d'entraîner nos systèmes d'IA. C'est déjà un grand défi. Si je pose la question un peu, c'est quoi la chose la plus importante à mon petit garçon de 5 ans, il m'a répondu, c'est le temps. Il m'a répondu d'autres choses aussi, mais je trouve que c'est tellement vrai. Dans la santé, tout prend tellement de temps. Il a vu le cancer de son grand-père. Il dit, mais pourquoi ça a pris tant de temps à ce qu'il trouve son cancer, puis pourquoi ça a pris tant de temps à ce qu'il donne le bon traitement? Et je pense que ça, c'est une des choses où l'intelligence artificielle va être capable d'accélérer, de compresser le temps un peu pour revenir à ce que tu disais. Et donc, tantôt, j'ai parlé un peu de détection, que ce qu'on fait maintenant, pas encore en médecine personnalisée, mais en accélération du temps. On peut utiliser l'IA pas juste comme métrique quantitative, mais comme métrique prédictive. Donc, le mot-clé ici, c'est vraiment la prédiction. Donc, les réseaux récurrents, si je rentre un peu dans la technique, sont assez performants
pour être capable de regarder des points de données dans le temps, de différentes sources de données et voir comment ça va évoluer pour être capable de prédire ce qui va se passer. Donc, par exemple, je donne un exemple très concret. On est capable de regarder le vidéo en temps réel d'un endoscope. Ici, je vois une lésion. Je suis capable de prédire le résultat d'un autre test physique. Donc, de point de vue logiciel, je peux prédire la pathologie. Là, ça devient très intéressant parce qu'en 140 millisecondes, j'arrive à prédire si ce que je suis en train de voir, c'est potentiellement bénin ou malin. Donc ça va être vraiment un accélérateur de temps. Et là où on s'en vient vraiment plus intéressant d'un point de vue prédiction, c'est là où on rentre dans la médecine personnalisée et non pas individualisée. Personnalisée, c'est-à-dire qu'on va faire des cohortes de patients qui ont certains types de mutations génétiques pour lesquelles il existe des traitements ciblés. Et ça, généralement, les tests compagnons qui vont déclencher ces traitements-là, c'est tous des tests compagnons physiques. Donc, j'ai besoin d'un échantillon physique de la personne. Donc, j'ai besoin, par exemple, de percer le poumon pour aller chercher, pour faire la biopsie, pour aller chercher le spécimen, pour l'analyser. Souvent, avant de faire une biopsie comme ça, je vais attendre quand même un petit peu pour m'assurer que l'anomalie que je vois, c'est pas juste quelque chose de bénin, c'est quelque chose de malin. Donc, souvent, on va attendre que ça double de taille. Donc, il y a plein de métriques dans le système de santé qui fait qu'on attend souvent trop longtemps, mais des fois, on attend un peu pour les bonnes raisons. On ne veut pas avoir des opérations avec la comorbidité s'il n'y a pas besoin d'aide. Donc, l'IA va vraiment aider à mieux déclencher des tests physiques. Donc, il y a trop de biopsies qui se font, puis les cas qu'on a manqués, là, il n'y a pas assez de biopsies qui ont été faites. Donc, l'IA ne va pas remplacer ces tests physiques-là, va mieux les déclencher. Une fois qu'on les déclenche mieux, si par exemple des tests génétiques, au Québec, on fait pas assez de tests génétiques, mais les tests génétiques sont quand même encore coûteux, sont pas encore très abordables. Mais si j'ai un test logiciel qui me dit, ce patient-là, il a l'air d'avoir tel type de mutation génétique, mais ça peut être peut-être suffisant pour déclencher le test génétique, mais pas sur un panel complet, juste sur cette mutation-là pour confirmer. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que je vais me retrouver avec deux tests. Un test physique et un test logiciel. Souvent, les taux d'erreur ne sont pas nécessairement dans la même direction. Donc, je vais avoir, on espère avoir des meilleures performances avec ces tests combinés-là. Et là, je vais être capable de déclencher dans un test compagnon numérique la bonne thérapie pour un patient qui a pour lequel on a une meilleure compréhension de sa maladie. Donc, un rapport au temps qui est différent, c'est-à-dire une accélération en quelque part du diagnostic, une intervention plus rapide, plus ciblée aussi. Mais, et là, j'ai envie parce que je sais, Caroline, que tu travailles sur certaines choses qui sont assez intéressantes, donc j'ai envie de mettre la lumière un petit peu sur toi. Un rapport pas juste au temps, mais à la complexité aussi. Et c'est ce que tu as évoqué un petit peu tout à l'heure, de dire, il y a peut-être certaines choses, certains patterns ou certains motifs dans les données que les méthodes traditionnelles ou à l'œil nu, c'est pas des choses qu'on va voir, mais quand on va utiliser des techniques d'intelligence artificielle, il y a une nouvelle connaissance ou il y a quelque chose de supplémentaire qui va émerger un petit peu plus rapidement. Donc, je sais que tu travailles un petit peu sur ces questions-là dans le contexte de la polypharmacie, finalement, et j'aimerais juste peut-être que tu nous dises comment est-ce que l'IA pourrait être important dans ce contexte-là? Oui, tout à fait. En fait, la polypharmacie, donc, c'est l'utilisation par une même personne de plusieurs médicaments en même temps. Et on s'intéresse particulièrement aux personnes de 65 ans et plus parce que c'est le groupe d'âge où il y a plus de polypharmacie. Et la problématique que l'on a, c'est que, on a dit la polypharmacie, c'est pas bon, il faudrait pas avoir plein de médicaments. Mais d'un autre côté, si on a beaucoup de maladies, peut-être qu'il faut en avoir plusieurs médicaments. Et donc, on a beaucoup de difficultés à départager quelle est la polypharmacie appropriée et inappropriée. Donc, avec nos méthodes usuelles, c'est vraiment très, très complexe parce qu'on a une panoplie de médicaments, on a une panoplie de maladies, on a des combinaisons qui changent dans le temps, les maladies aussi qui évoluent dans le temps, des personnes âgées très hétérogènes au niveau de leur santé, au niveau de leurs caractéristiques. Donc, on n'est pas capable, avec nos méthodes traditionnelles, de déterminer pour quelle combinaison de médicaments serait la meilleure pour telle personne. Donc, ce que l'on veut essayer de faire, donc qui commencera bientôt, c'est justement d'utiliser l'intelligence artificielle pour essayer
de mettre en évidence des patrons, des combinaisons de médicaments qui pourraient améliorer la santé dans telles conditions et d'autres qui seraient délétères. Donc, c'est un peu cette visée-là qu'on veut faire avec la polypharmacie pour essayer de faire des indicateurs éventuellement en surveillance populationnelle, donc qui pourraient avoir un impact là, pour beaucoup de personnes dans la société. Et puis ça, dans ce contexte-là, parce qu'on en a souvent parlé, puis j'aimerais vous entendre aussi, c'est le rapport à l'explication finalement. Donc, pour connaître un petit peu ton projet finalement, puis en avoir discuté avec d'autres personnes aussi, souvent cette analyse-là va nous amener vers certaines corrélations. Puis c'est la même chose un petit peu dans la médecine de précision, va nous amener vers certaines corrélations, certains croisements qui vont nous indiquer peut-être une voie qui serait intéressante, creuser un petit peu plus. Mais il n'y a pas vraiment d'explication derrière ça. Dans certains cas, en fait, l'intelligence artificielle en santé, de ce que je crois comprendre, c'est que ça génère ou ça peut être utilisé pour générer des hypothèses qui peuvent être intéressantes, puis par la suite qu'on doit creuser ou vers lesquelles on doit revenir vers des méthodes plus traditionnelles ou des méthodes qu'on connaît pour vérifier tout ça ou venir à expliquer tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que je vois des têtes qui hochent? C'est quelque chose qu'on sent aussi, peut-être quand tu parlais de magie tout à l'heure, que l'intelligence artificielle, c'est une partie de la chose, mais c'est utilisé pour générer des hypothèses, mais après, il faut quand même qu'on revienne pas à la base, là, mais qu'on revienne à des méthodes plus classiques pour expliquer qu'est-ce qu'il y en est, puis mieux comprendre aussi, non? Oui, tout à fait, parce que l'interprétabilité dans le milieu de la santé, c'est essentiel. Une machine qui va juste suggérer quelque chose sans donner tout le contexte, le rationnel derrière cette décision-là, cette suggestion-là, ça va pas être accepté ni par les patients, ni par les cliniciens. Et ça, j'ai vu des projets comme ça qui sont pas acceptés par les médecins. Les médecins disent, ben non, on va pas remettre notre autonomie professionnelle en jeu parce qu'il y a une machine qui nous dit quoi faire. Donc, je connais des projets financés qui ont de la difficulté à être adopté par les cliniciens pour ça, parce que c'est ce caractère un peu boîte noire-là qui est propre à l'IA jusqu'à une certaine mesure, mais il y a des gens qui travaillent très fort, il y en a dans la salle ici, là, je pense à François, sur l'interprétabilité des modèles d'IA, c'est extrêmement important. Donc, on veut que la machine nous fasse une suggestion, mais aussi qu'elle nous explique assez simplement comment elle est arrivée à faire cette suggestion-là. Sinon, c'est sûr que du côté médical, il n'y aura pas d'adoption à grande échelle de ces outils-là. Oui, moi j'ai notamment étudié un outil qui n'a pas du tout été accepté par des médecins. J'ai essayé de chercher pourquoi. Et c'était justement ce questionnaire intelligent qui, en fait, se substituait pas au questionnaire humain d'un médecin, mais disons prétendait lui apporter une note bien structurée pour qu'il gagne du temps. Et toute la gestion du centre hospitalier mettait l'accent sur ça. Vous allez gagner du temps dans le questionnement, ça ne va pas vous remplacer, et aussi dans la consignation des notes. Et le problème, c'était, je ne sais pas comment il questionne. Donc, parfois, des mots arrivent sur la note comme ça, mais j'ai l'impression que ça n'a pas du tout à voir avec ce qu'un patient pourrait me rapporter. Donc là, on pourrait dire que c'est la question de la fiabilité du système. Mais c'était aussi, est-ce qu'un système peut prétendre obstruer mon interaction directe avec le patient? Je sais que ça fatigue beaucoup des développeurs de systèmes de dire, mais pourquoi vous passez 5 minutes avec un patient, en quoi ça va bloquer l'interaction? Vous êtes de toute façon rapide, vous voulez être efficace, vous voulez désemplir la salle d'attente, c'est un peu un objectif aussi d'efficacité. Et on lui disait, en fait, le problème, c'est que je perds du temps, et ça revenait dans 8 des entrevues que j'ai faites, je perds du temps parce que j'ai ce résultat d'un questionnaire intelligent, d'accord, mais je vais devoir, par une obligation médico-légale, en fait, vérifier toutes ces informations qui ont été générées par un système automatisé pour voir si c'est vraiment, en fait, c'est valide par rapport à ce que le patient me dit. Donc là, la question du temps était très sensible. Certains me disaient, je perds du temps parce qu'une nouvelle information s'ajoute à toutes les informations cliniques que je dois considérer dans mon jugement. Et il est possible que s'il y a une erreur dans cette information médicale générée par le système, c'est moi qui suis imputable à la fin. Donc, c'est quand même une question sensible quand on présente à des médecins un outil qui va leur faire gagner du temps. Il faut peut-être bien voir s'il n'y a pas une idée d'apprentissage au début. Bien utiliser l'outil pour gagner du temps par la suite. Et est-ce que derrière tout ça, parce qu'on parlait de l'explication, puis on a parlé des médecins finalement qui vont peut-être avoir une résistance parce que si je peux pas l'expliquer, pourquoi est-ce que je l'utiliserais ou ça génère encore plus de données, mais est-ce que ce malaise-là serait aussi partagé par les patients? Par exemple, je sais pas si à travers, dans tes études, dans tes recherches, tu es tombé sur ça, mais on parle d'un chatbot avec lequel on interagit, auquel on va confier des renseignements, auquel on va confier des informations sur notre état de santé et qui va nous suggérer certaines possibilités d'action ou un
réflexe humain, presque, c'est de dire, ben, pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Est-ce qu'on pourrait l'expliquer ou pas? C'est quelque chose qu'on va demander aux médecins aussi. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir une explication? Alors, je ne sais pas s'il y a une résistance du patient, des fois, à l'utilisation de ces outils-là, si l'outil n'est pas capable de lui fournir une explication de pourquoi est-ce que c'est ça la suggestion qu'on lui fait. Je ne sais pas si c'est clair. Ben, je vais faire quand même un commentaire. On dit souvent que l'intelligence artificielle, c'est une boîte noire. En fait, je vais plus la qualifier de boîte transparente et je vais m'expliquer. Donc, il y a plusieurs techniques qui permettent d'extraire justement les caractéristiques de patterns qui sont inclus dans un modèle qui a appris quelque chose. Je vais vous donner un exemple. On faisait justement des modèles qui prédisaient soit la réponse, soit des complications, ou soit la survie sur la base de données d'imagerie. L'imagerie est plus simple à expliquer, donc je vais utiliser cet exemple-là. On avait deux catégories de nodules, des nodules qui avaient une très basse survie, puis des nodules pour lesquels les patients vivaient beaucoup plus longtemps. Puis on s'intéressait à savoir, est-ce que dans l'imagerie, est-ce qu'il y a des caractéristiques à l'image qui seraient vraiment liées à la survie? On a appris sur ça, et en fait, il y avait plus de 3000 caractéristiques qui liaient les nodules à la survie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les placer sur une échelle logarithmique de la moins importante ou la moins statistiquement représentative à la plus significative. Puis il y en avait 3 de ceux-là qui étaient quand même beaucoup plus significatives que les autres. Et une de celles-là, c'était liée à l'hétérogénéité du nodule. Donc, on sait que plus c'est hétérogène, moins la survie elle est bonne. Ça, c'est quelque chose qu'on savait, mais la machine a trouvé ça toute seule. Donc là, ce qui devient intéressant, c'est qu'on rentre dans un mode qui est plus sans hypothèse de recherche, où là, on a 2999 autres caractéristiques qu'on peut regarder, dont 2 qui sont quand même significatives. Donc, c'est sûr que souvent, la difficulté d'expliquer cette caractéristique-là, c'est un peu là la difficulté. Des fois, on arrive à quand même l'exprimer dans des mots qu'on comprend. Des fois, c'est des fractales, c'est des choses un petit peu plus complexes. Une chose qui existe aussi dans le domaine de l'imagerie, c'est des modèles d'attention. Donc, c'est-à-dire que si on entraîne un modèle sur une image et une réponse, on dit par exemple, cette image-là contient un cancer, ou cette image-là, le patient va avoir une bonne survie ou va répondre à tel traitement. Mais on peut demander au modèle, on peut extraire du modèle et nous montrer à l'image, s'il nous répond la réponse A ou la réponse B, c'est quoi dans l'image qui a déclenché sa réponse, avec des codes de couleurs. On peut mettre un peu de heatmap sur l'image. Donc ça devient intéressant parce que ça crée plus une interaction humain-machine, où ça ne fait pas juste dire, cette image-là contient un cancer, merci, bonjour. Ça dit, voilà, il y a quelque chose là ici qui a porté le modèle à fournir telle prédiction avec tel niveau de confiance aussi. Souvent, le modèle ne va pas juste dire oui ou non, il peut dire oui à 85%, puis pointer dans l'image. Donc ça devient des choses qui vont pousser dans l'explicabilité. Puis là, je regarde mon collègue, le docteur Laviolette. Il y a beaucoup de travail à en faire en explicabilité, justement, pour que ces outils-là soient utiles, en fait. Je reviens aussi sur un des premiers principes du NHS. Il faut que ces outils-là sauvent d'abord du temps des médecins. Oui, ça doit être utile pour le patient, mais si ça rajoute de la complexité dans l'écosystème, ça ne va pas se rendre aux patients. Très bien. Donc, avant de clore ce premier bloc, puis qu'on se mette à parler un petit peu plus d'accès aux données, je crois qu'il y a quelques questions dans la salle. Donc, oui, c'est ça. J'aimerais bien aussi, dans un premier temps, aller chercher quelques questions suite aux premiers éléments qui viennent de ressortir par nos panélistes. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je pensais qu'il y en aurait. Peut-être que ça suscite beaucoup de réflexion, monsieur. Oui, François Pouliot, je suis à l'éthique au CHU de Québec. On a vu passer certains projets. J'ai une interrogation. J'ai l'impression qu'on vit dans un modèle un peu artificiel, comme quoi l'approche traditionnelle se fait en termes de rapport personnel, mais aussi de recherche selon la causalité. Alors que là, on parle de données immenses en quantité, au fond, qui ont une portée populationnelle aussi.
Bien, d'une certaine façon, quand un médecin prescrit un antibiotique à un enfant de 6 ans, il n'attend pas d'avoir tous les tests. Il se fie sur plusieurs critères, la saison, l'âge, le contexte. Autrement dit, est-ce que ça ne remet pas en question le modèle d'explication puis de façon de traiter les maladies, par exemple? Donc, premier disclaimer, je ne suis pas médecin, je suis plus docteur en informatique, mais c'est sûr qu'on voit des guidelines qui ont des, comment on dit ça en français, des lignes directrices, pardon, qui ont été édictées, mais souvent ce sont des lignes directrices qui sont quand même statiques et ça va marcher dans une courbe de population, donc ceux dans le centre, ça va très bien marcher, ceux sur les côtés, ça va pas bien marcher du tout. Et je pense que c'est là que l'IA peut apporter un petit peu plus d'entrée pour le raffinement de ces lignes directrices-là dans le soin aux patients. C'est là qu'on tombe dans la médecine personnalisée, où on va être capable de regarder, en fonction des données du patient, et les choses vont très vite en logiciel, en quelques centaines de millisecondes, le guideline, il pourrait être, la ligne directrice pourrait être influencée un petit peu pour s'assurer que le patient le diagnostique plus rapidement, aussi le traitement plus rapidement. Donc, on sait par exemple qu'il y en a qui ont des effets secondaires très néfastes à certains traitements. Pourtant, il y a des signaux qui sont disponibles dans les données. Donc, l'IA va arriver vraiment dans cette époque-là. D'autres questions, interrogations? François? Juste pour faire un petit complément, c'est qu'effectivement, on va utiliser des nouvelles informations pour prendre des décisions. C'est ça la médecine de précision. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, essayer de savoir, en regardant le code génétique de la personne, ou par exemple, ce qu'on appelle le profil d'expression de gène, pour voir si cette personne-là va réagir correctement ou non à tel médicament. Le cas le plus connu, c'est le cas de l'arthrite. Donc, actuellement, quand on diagnostique quelqu'un qui a l'arthrite, on lui donne du méthotrexate. On sait, dans la population, qu'il y a 70% des gens qui vont bien réagir à ce traitement-là, mais qu'il y a 30% de la population qui vont voir leur état se détériorer. Puis, on ne connaît pas actuellement de façon de le faire qui soit autrement que d'attendre. Okay? Donc, de pouvoir aller fouiller dans le code génétique de la personne, voir aussi comment cette personne-là réagit à l'environnement, ce qu'on appelle le profil d'expression de gène, nous donne des informations qui n'étaient pas utilisées dans les diagnostics traditionnels. Je crois qu'on est dans un nouveau paradigme aussi, en tout cas du côté de l'éthique. On fait bouger les lignes un peu forcément avec des projets en IA parce que les comités d'éthique sont habitués de voir des projets arriver avec un certain nombre de variables qui vont être corrélées avec un certain nombre d'autres variables, avec une hypothèse bien précise, puis après, ça s'arrête là. En IA, on est plutôt dans un mode un peu exploratoire. Puis parfois, ça peut être perçu comme des parties de pêche où on dit, on a plein de données, puis on va laisser la machine regarder s'il y a des corrélations là-dedans. Puis ça, il y a deux religions du côté des comités d'éthique, là. Soit on aime, soit on n'aime pas. Il y a des gens qui disent c'est une façon d'aller générer de la connaissance, c'est un changement de paradigme. Avant, on générait de la connaissance en posant des hypothèses puis en les testant. Et là, avec l'IA, on peut vraiment dire la machine va nous diriger vers des pistes peut-être à explorer plus en profondeur, mais c'est une nouvelle façon de faire, c'est une nouvelle méthodologie. Ça fait bouger les lignes du côté de l'éthique. Oui. David Hughes, la Commission de l'éthique en sciences et technologies. Nous, en ce moment, on ouvre un dossier sur le sujet de l'intelligence artificielle, mais dans la prestation des soins, moins du côté des données. Et puis, là, j'écoute ce que vous dites au niveau de la prédiction, par exemple, plus au niveau du pronostic, si j'ai bien compris jusqu'à date, comment la personne va réagir à tel médicament ou quel sera le pronostic sans traitement, tout ça. Mais on pourrait imaginer d'aller encore plus en amont, d'après ce que vous me dites, puis avoir suffisamment si on appliquait ça plus en épidémiologie, je peux imaginer qu'on pourrait même prédire l'avènement d'une maladie avant même son apparition.
Si ça serait ultimement possible, faire ça? Ben, je peux donner un exemple. C'est sorti il y a peut-être 2 semaines. Je ne sais plus si c'était dans Nature, mais essentiellement, c'est des tracés d'électrocardiogramme qui apparaissaient tout à fait normaux pour des patients à risque. Et la machine avait été entraînée sur ces tracés-là avec des résultats fâcheux pour d'autres patients. Donc, le modèle avait appris à reconnaître dans des tracés qui apparaissaient tout à fait normaux certaines anomalies qui allaient déclencher soit un arrêt cardiaque. Et donc, ça devient très intéressant d'être capable de regarder quelque chose qui apparaît tout à fait normal, d'être capable de prédire un événement, avec un taux de précision évidemment beaucoup plus précis quand on est à 2 minutes qu'à 2 ans, mais l'étude se faisait sur cette période-là. Donc, on arrivait à prédire des événements jusqu'à une période de 2 ans. Donc, c'est ça, je pense, qui va devenir intéressant. Ce qu'on remarque aussi, c'est que de plus en plus d'IoT, donc des objets Internet connectés, soit qu'on va porter sur nous, qui sont des objets plus de consommateurs, mais qui génèrent de la donnée, qui peuvent être même de la donnée utile en santé, dont Apple avec leur montre qui monitorent le rythme cardiaque. On va voir des montres éventuellement qui vont suivre la pression en temps réel, qui vont mesurer l'oxymétrie. Donc, il y a des choses qu'on peut faire de façon non invasive. C'est là où je veux venir. Donc, de plus en plus d'outils, même en clinique, vont être capables de capturer du signal de patient de façon non invasive, presque instantanée. Et souvent, ce ne sont pas des nouvelles techniques. C'est des techniques qui existent depuis 20 ans. Par exemple, le Raman spectroscopie ou l'OCT, mais c'était un signal qui était difficile à interpréter. Maintenant, on peut regarder le fond de l'œil. On peut, avec l'OCT, voir la présence de plaques bêta-amyloïdes et prédire l'apparition de symptômes d'Alzheimer presque 2 ans avant l'apparition des symptômes. Ce genre de choses-là, ce genre d'outils-là, je pense qu'ils vont vraiment aider le payeur, le patient et le praticien à être beaucoup plus efficaces dans leur traitement. Très bien, donc je propose parce que là, on commence à rentrer dans le vif du sujet un petit peu plus, c'est-à-dire l'accès à la donnée. Comment est-ce qu'on va chercher la donnée? Donc là, on vient de parler ces applications mobiles-là ou ces senseurs mobiles-là vont générer une certaine forme de données aussi. Mais on le sait très bien, l'intelligence artificielle, pour fonctionner, on le dit souvent, va avoir besoin de quantités massives de données. Et un des enjeux, c'est donc où est-ce qu'on va chercher cette donnée-là? Comment est-ce qu'on peut avoir comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette donnée-là? Donc, j'aimerais juste que vous nous parliez peut-être des difficultés dans vos différents projets, si vous en avez eu d'accès à la donnée. C'est quoi les principaux obstacles qu'on peut avoir en termes d'accès aux données qui peuvent être pertinentes? Peut-être aussi, quels sont les principaux points d'accès ou les principaux guichets au Québec d'accès à ces données-là? Puis est-ce que les difficultés que vous soulevez, sont des difficultés qui sont particulières ou uniques au contexte québécois, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs? Est-ce qu'on fait différemment ailleurs? Donc, je pense que ça peut être des choses qui sont assez intéressantes. Ça va peut-être nous amener vers une question de est-ce qu'on protège trop la donnée ou pas assez? Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Donc, c'est quoi les grandes difficultés d'accès aux données, puis où est-ce qu'on va chercher ces données-là? Philippe? Je peux en parler pendant 1 heure, si vous voulez. Il y a beaucoup de chemins pour accéder à la donnée. Hein. Quand à l'hôpital, on peut faire affaire avec le directeur des services professionnels qui autorise. Dans ce cas-là, c'est pour faire souvent de l'évaluation de la pratique de l'acte médical. C'est pas nécessairement pour faire de la recherche. Si on veut faire de la recherche, il faut passer par le comité d'éthique. Si on a le consentement du patient, souvent c'est plus simple. Si on ne l'a pas, des fois, il faut passer par la commission d'accès à l'information. Donc, selon qui possède la donnée, selon qui la contrôle, il y aura des mécanismes différents. Donc, ça devient souvent très compliqué. Et souvent, ces efforts-là qui sont considérables, quand on parle d'IA, faut penser qu'il y a à peu près 80% de l'effort qui est dédié à accéder, structurer, nettoyer, mettre en forme cette donnée-là avant de pouvoir l'exploiter. Et ce qu'on se fait dire par la commission d'accès, par exemple, c'est vous allez faire tout ce travail-là qui va vous coûter très cher, mais dans 5 ans, vous allez détruire les données parce que votre projet va être terminé. Donc, on est dans ce modèle-là. Donc, l'accès à la donnée, oui, très difficile en contexte hospitalier, mais là, il y a des bonnes nouvelles. Là, il y a l'Institut de la statistique du Québec qui a été mandaté pour faire un guichet unique où les chercheurs pourront
accéder à certaines bases qui sont possédées par la RAMQ, par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc ça vient baliser, encadrer un petit peu plus le processus, mais le processus reste globalement le même. Donc, il y a la Commission d'accès à l'information qui reste un intermédiaire entre le chercheur et les gens qui possèdent les données, donc les organismes et ministères, par exemple. Donc, on vient juste baliser un mécanisme qui existait déjà. Mais on croit comprendre qu'il y a des changements législatifs qui s'en viennent. Au Québec, on est particulier, oui, par rapport au reste du Canada. Donc, il y a beaucoup de chercheurs québécois qui se tournent du côté de l'Ontario parce que c'est plus simple de ce côté-là pour avoir accès à de la donnée. Mais ces changements législatifs-là pourraient peut-être, au Québec, de se rapprocher du modèle peut-être ontarien ou même en Colombie-Britannique. J'entends souvent des juristes parler là, du modèle l'approche civiliste versus l'approche common law, là, du rapport à la donnée. Donc, dans certaines juridictions, la donnée, c'est plus comme une commodité qu'on peut s'échanger, alors que de notre côté, là, le truc plus napoléonien, c'est pas ça. Donc, je pense que tu pourrais l'expliquer beaucoup mieux que moi. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui ont des choses à dire. Je pense que Caroline, entre autres, avec l'INSPQ, tu as ce genre de problème-là aussi. En fait, tu as très bien résumé, effectivement. Puis au Québec, on est particulièrement quand on travaille avec les banques de données administratives, quand on se compare au reste du Canada, tout le monde fait comme « Ah, ben oui, au Québec. » Ben, ça va vous prendre au moins 3 ans avant d'avoir les données. Donc, ça sera peut-être même plus opportun là, de faire la recherche. Donc, c'est effectivement tous les changements là, qui ont lieu, on espère, vont accélérer les choses. Donc, moi, je travaille donc avec l'Institut national de santé publique du Québec qui a fait un système intégré de surveillance des maladies chroniques, donc qui a intégré 5 banques de données administratives qui sont gérées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Régie de l'assurance maladie du Québec. Mais encore une fois, l'accès à ces données-là est très, très, très restreinte. L'utilisation des données est vraiment pour la surveillance, donc on peut pas faire de recherche. Il faut vraiment que ce soit dans une idée de surveillance. Et les données sont vraiment entreposées dans les bureaux de l'Institut. Personne ne peut accéder aux données ailleurs. Il y a beaucoup de règles de sécurité aussi qui entourent tout ça. Donc, c'est encore une fois, mais c'est des données extraordinaires. Puis on a vraiment l'opportunité d'avoir un régime de santé universel, de sorte qu'on n'a pas beaucoup de biais qui pourraient être liés à l'utilisation de soins de santé par un type de population en particulier. Donc on a une belle mine d'or, mais l'accès est encore très difficile, effectivement. Mais donc, qu'est-ce qui explique cette différence entre, parce que là, vous avez évoqué l'Ontario, entre le Québec et l'Ontario, par exemple, parce que bon, on a la Commission d'accès à l'information ici, en fait, qu'on doit aller voir qu'on n'aura pas le consentement des patients, puis qui va servir de consentement social, là, finalement, qui va nous donner l'autorisation qu'on ne peut pas aller voir chacun des membres de la cohorte pour obtenir son consentement, mais très certainement qu'il doit y avoir aussi des agences qui contrôlent l'accès aux données ailleurs. Donc, ce serait quoi la différence? C'est quoi la différence entre le Québec ou l'Ontario? Est-ce que c'est la rigueur des processus d'autorisation? Est-ce que c'est le fait qu'on doive aller chercher non seulement un processus, une autorisation auprès de la Commission d'accès à l'information, par exemple, mais aussi au niveau du comité d'éthique, ce genre de choses-là? Donc, qu'est-ce qui explique cette différence-là, finalement? Rapidement, je pense qu'en Ontario, il y a le commissaire à la vie privée de l'Ontario qui a délégué certains pouvoirs à ICIS, l'Institut clinique évaluative, je ne me rappelle jamais de l'acronyme, là, mais ils ont des pouvoirs un peu spéciaux, eux, dont le pouvoir de partager de la donnée avec des chercheurs qui sont, disons, vetted, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, approuvés, ouais. Donc, c'est le modèle ontarien. Puis en Colombie-Britannique, c'est la même chose. Population Data BC, c'est un organisme universitaire. Et eux sont dépositaires des données d'éducation, de santé, de je pense même, de revenus. Et ils sont capables de mélanger tout ça pour poser des questions de recherche intéressantes. Donc, au lieu parce qu'ici, quand on va voir quelqu'un qui contrôle une banque de données, puis on veut avoir accès à ces données-là, il n'y a pas le pouvoir de nous les donner. Il va falloir qu'on aille nécessairement voir la commission d'accès à l'information, par exemple, alors que dans ces cas-là, ce que tu nous dis, Philippe, c'est que en fait, eux, ils vont avoir le pouvoir, selon certaines lignes directrices, très certainement, de donner la donnée ou de transmettre la donnée, de la divulguer, sans être obligé de faire remonter ça par la commission d'accès à l'information ou le commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario, c'est ça. Donc, on allège le processus, finalement. Vous permettez?
Je vais faire un commentaire un peu du point de vue patient, donc pas moi, du point de vue de mon père qui avait le cancer. Il me disait, tu sais, Alexandre, moi je veux que mes données servent à la science, go. Et je pense qu'en santé, c'est très différent que dans d'autres types de domaines où généralement la donnée, on veut en apprendre quelque chose pour mieux soigner. Donc, le patient ne va pas généralement s'opposer à ça. Il va s'opposer par contre où si sa donnée de santé est utilisée pour lui nuire, soit par exemple pour des produits d'assurance ou pour quelqu'un qui pourrait lui vendre quelque chose. Donc, il faut vraiment, je pense... Pour l'employeur. Pour l'employeur. Donc, ça va vraiment dépendre du cas d'utilisation. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, c'est vraiment d'essayer de comprendre sur les données, d'apprendre un lien. Une fois que ce lien a été appris, qui se fait uniquement dans les institutions, donc la donnée ne sort pas de l'hôpital, c'est seulement un modèle qui a appris quelque chose. Donc là, quelque part, ça devient beaucoup plus rassurant pour le patient et pour le comité d'éthique quand la donnée ne sort pas. Et le modèle, ben, il va être utilisé pour mieux traiter. Donc, en bout de ligne, ça va bénéficier aux patients. Donc, je pense qu'il faut se poser plutôt ces grandes questions-là. Comment on peut utiliser l'IA, que oui, il y a besoin de beaucoup de données pour apprendre, mais en même temps, ce modèle appris ben, ne contient pas toutes ces données individuelles-là. Il y a vraiment quand même une certaine séparation entre les deux. Et je pense que c'est là, on reviendra justement dans les fiducies de données un petit peu plus tard. Mais je pense que c'est ça qu'il faut regarder de l'IA, cette opportunité-là. L'objectif, c'est pas de savoir que M. X a le cancer, c'est pourquoi, comment ça va se développer dans un mode plus populationnel ou dans un mode où on va essayer de segmenter la population vis-à-vis des traitements particuliers qui existent déjà sur le marché. Donc, je pense que c'est plus cette mentalité-là qu'il devrait avoir. Donc, nous, on n'a pas de problème à avoir accès à la donnée parce qu'en fait, c'est pas nous qui avons accès à la donnée. On va fournir des outils pour que les chercheurs puissent accéder à la donnée qu'ils ont dans l'établissement. Là où ça devient très complexe, c'est que les établissements ne sont pas tous numérisés ou sont numérisés par des systèmes où la donnée, on ne peut pas la trouver ou c'est numérisé, mais on ne peut pas voir, on ne peut pas chercher dans le document. Donc, on a passé presque 9 mois à avoir un outil qui permet de chercher dans CrystalNet. Donc là, on a ça maintenant. On peut chercher dans des PDF qui n'existaient pas avant. Donc, c'est souvent... La donnée, elle est là. On n'y a pas nécessairement accès d'un point de vue légal. Donc, la partie contractuelle avec les hôpitaux se fait quand même assez bien. Mais ça, il y a un temps qui est requis pour faire ça. Après ça, d'un point de vue système informatique, ben, les systèmes informatiques sont désuets. Les hôpitaux n'ont pas assez d'argent. On fonctionne encore par fax. Probablement le plus gros consommateur de fax au monde, c'est les hôpitaux québécois. Donc, c'est plus des problèmes légaux, IT. Sinon, tous les gens sont de bonne volonté à partir du moment où on comprenne que l'objectif, ce n'est pas de valoriser la donnée, mais c'est de valoriser la découverte. Je voulais juste rebondir sur ça et on parle beaucoup de réutilisation pour des fins de recherche, mais j'ai l'impression que avec le changement de paradigme de l'IA, les fins de recherche et les fins d'amélioration des soins sont en train un peu de se mélanger, puisqu'on fait de la collecte pendant les soins. Et si on imagine cette comparaison interprovinciale, nous on le fait beaucoup à HPOT, donc on étudie les cadres de génération et de réutilisation de données en Ontario, en Alberta, etc. Il y a quand même un cas qui attire l'attention, c'est l'Alberta, où ils ont un mode d'intégration des systèmes d'information qui est tel qu'avec leur agence, ils peuvent avoir accès non aux données des soins primaires, mais des soins secondaires de façon totalement intégrée. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'un clinicien qui est proche d'un patient très malade, il aura accès comme à un parcours de soins total qui sera enregistré dans pas un seul système, mais une seule porte d'accès. Et ça change énormément de choses. On ne parle pas de l'IA, là, on parlerait de l'accès aux données, mais je dirais que si on peut prendre des bonnes pratiques et les appliquer au Québec, ça serait peut-être ça, c'est d'arrêter peut-être une stratégie de distribution, parce que là, l'Ontario qu'on étudie aussi n'est pas forcément un exemple à suivre dans l'intégration, puisque quand on parle au PDG des centres hospitaliers, ils nous disent on a une stratégie micro-provinciale, on s'associe avec d'autres hôpitaux pour avoir le même système d'information, mais finalement, il n'y a pas de leadership là. Par contre, c'est vrai qu'en Alberta, on voit ça serait un exemple. Au Québec, on pourrait parler longtemps de la stratégie CrystalNet qui a été gelée pour prendre un autre système d'information, mais on est dans un grand flou et je pense que c'est ce flou qui peut nuire à l'intégration des soins de santé aujourd'hui.
et certainement au développement de l'IA, mais je ne m'y connais pas du tout de façon technique, mais je pense que ça devrait commencer avec un leadership unique sur qu'est-ce qu'on doit faire en termes de stratégie de gestion de tous ces systèmes tellement éparpillés avec de nombreux providers à travers les hôpitaux. Donc, c'est intéressant parce que l'Ontario, c'est aussi une des provinces où les lois sur la protection des renseignements personnels sur la santé sont les plus permissives. Donc, il y a une gestion beaucoup plus collective de la donnée, puis un rapport à la donnée qui est dépersonnalisé, qui est aussi complètement différent de ce qu'on va trouver, au Québec. Donc, avant qu'on rentre dans les questions un petit peu plus de consentement, de fiducie de données, de mode alternatif de gestion des données. Donc, je ne sais pas s'il y aurait des questions par rapport à l'accès aux données ou on continue. Est-ce que vous avez des questions? Ou ce qu'on... Parfait. Oui. Ça prend un peu de temps parce qu'on a besoin de réfléchir. OK, parfait. Désolé. Tout est une question de temps. Hein? Oui, exact. Anne-Sophie Charret, professeure de statistique ici. Moi, je serais curieuse de vous entendre. Là, vous parlez vraiment en tant que chercheur pour la plupart d'entre vous. Puis la donnée, ça semble un peu finalement dépersonnalisé, un peu comme finalement en tant que statisticien, c'est la même chose. Les données, bon, c'est des chiffres dans un écran. Mais si vous vous mettez, disons, à la place de patient, quand vous regardez le travail que vous faites avec les données, la façon avec laquelle vous les utilisez, est-ce que vous personnellement, vous auriez des craintes finalement à ce que vos propres informations personnelles sur peut-être les événements de santé que vous avez eus soient utilisées ou partagées de la façon avec laquelle vous voudriez avoir les données des autres? Votre idée là-dessus? En fait, les données, par exemple, que moi j'utilise sont vraiment toutes dénominalisées. Donc, c'est impossible d'aller identifier une personne. Évidemment, on peut croiser, puis je pourrais croiser en me disant, dans une telle région, avec telle caractéristique, puis je pourrais finir par identifier cette personne-là. Mais justement, c'est ce qu'on veut éviter. Puis il y a, notamment dans les lignes directrices pour l'utilisation du CISMAC, cette obligation-là de ne pas être capable d'aller chercher la personne unique. Puis il y a beaucoup de paramètres, là, où est-ce que, par exemple, si on a moins de 5 données par cellule, etc., on ne pourra pas présenter. Donc, il y a vraiment cette notion-là de confidentialité qui est vraiment très, très présente. Donc, pour moi, j'ai aucun problème. Je sais que je suis dans le CISMAC. J'ai eu des enfants dans les données de grossesse, c'est sûr. Donc, j'ai aucune crainte, là, que tout ce qui est fait avec le traitement de ces données-là, parce que, justement, il y a vraiment beaucoup d'emphase qui est mise pour la protection des données individuelles. Donc, en ce qui me concerne, j'aurais pas de problème. Je vais revenir sur le mot que j'ai fait. Il ne faut pas valoriser la donnée, il faut valoriser la découverte. Donc, à partir du moment où on respecte ce principe-là, personne ne va avoir de crainte. Donc, il faut s'assurer, idéalement, d'un point de vue contractuel, mais aussi par design. Donc, c'est possible d'avoir dans certains systèmes informatiques des règles, justement, qui vont empêcher que la donnée sorte, que ce soit juste la découverte. Et là, c'est beaucoup plus rassurant pour le patient que sa donnée va servir à faire la découverte, mais pas pour lui nuire. Et je pense qu'il y a un terme qui circule beaucoup, où la data is the new oil. Donc, la donnée, c'est de la nouvelle ressource naturelle. Je pense qu'en santé, c'est vraiment pas ça. Et au Québec, il ne faut vraiment pas faire comme on a fait dans le passé, où on a vendu nos ressources naturelles 10 cents la tonne pour notre métal, puis on a donné l'électricité. Ça finit par nous retomber dessus. Donc, de vendre la donnée, non seulement c'est pas éthique, mais c'est ce qui rapporte le moins de valeur. Il faut plutôt penser à la découverte. Donc, il ne faut pas vendre le métal, il faut vendre un produit fini. Et je pense que c'est là où on manque beaucoup au Québec, au Canada, de passer de la recherche à la commercialisation, pour être sûr qu'on se rend en adoption clinique. Donc, il faut avoir tout couvert ce chemin complet-là. Mais encore une fois, à partir du moment où on crée une séparation entre la donnée et la découverte, je pense qu'on répond à cette crainte-là. J'ajouterais que personnellement, la donnée que je suis prêt à partager avec les chercheurs, ça dépend peut-être du type de données. Donc, mon taux de cholestérol, ça ne me dérange pas vraiment. Mon dossier psychiatrique à l'hôpital, peut-être un petit peu plus, j'en ai pas, OK, je ferais ça. Mais je serais plus frileux à partager ce genre de renseignements-là. Des résultats de VIH, des choses comme ça. Il y a des choses qui sont extrêmement personnelles dans les dossiers médicaux. Donc, on est en train de développer un modèle, on appelle ça le métaconsentement, et on va y venir, où là, la personne peut décider quel type de données, pour quelle finalité, elle est prête à partager avec les chercheurs, puis on essaie de pousser ce genre de modèle-là pour donner le choix à la personne de
partager certaines données de son dossier médical plus facilement. Si vous permettez, je vais Absolument, enchérir, oui, absolument. Dans tout, je ne sais pas s'il y en a qui regardent des films de science-fiction, même les films de science-fiction de série B, il y a toujours un humain qui pose une question à la machine. Et là, la machine, elle regarde des millions de données et elle lui fournit une réponse. Mais la personne qui a posé la question n'a pas jamais vu ces données-là. Et je pense que ça, c'est un paradigme dans lequel on va arriver. C'est impossible pour un humain de regarder les millions de pixels dans une image. Ça va devenir impossible de regarder toutes les données même d'un seul patient. Donc, si on arrive à cette étape-là où, en fait, ce n'est que la machine qui regarde les données, qui en tire des modèles, qui en tire une interprétation, je pense que ça va devenir intéressant, surtout d'un point de vue du respect de la vie privée, où on va avoir moins ce genre de brèche-là. Peut-être une question, là, j'en ai pas vu dans la salle, mais n'hésitez pas à lever la main. On parle de la donnée, mais parfois on ne questionne pas comme patient à quel endroit sont hébergées les données. Hein, là, on a parlé de l'Institut de la statistique. Oui, il y a une base de données là, mais il n'est pas rare. Puis là, je vais sortir du cadre de l'hôpital, par exemple, où on va faire héberger les données par des entreprises privées. Alors, moi, j'aimerais ça vous entendre sur tout cet aspect-là d'hébergement des données et jusqu'où ça doit être dit aux patients ou aux citoyens, parce que les citoyens, parfois, n'est pas conscient que ces données appartiennent à une compagnie privée qui va, au nom d'une organisation publique, avoir la gestion des données. Alors, qu'en pensez-vous? Je vais me référer au légisme, mais je ne pense pas qu'au Québec, on a le droit d'avoir des données nominatives hébergées dans le cloud. Donc, c'est quand même assez restrictif. Les données doivent être dans les centres hospitaliers. Nous, on a pris vraiment l'approche de travailler à l'intérieur même du centre hospitalier. Donc, la donnée ne sort pas, c'est juste la découverte. C'est sûr que ça l'a... les hôpitaux ont des capacités de calcul quand même limitées. On ne peut pas déployer 3000 serveurs dans leur environnement qui manque un peu de fonds, mais on peut quand même faire du calcul et rien n'empêche d'anonymiser certaines données sous approbation du comité d'éthique pour après les sortir et les mettre dans un cloud privé. Donc, il y a quand même une notion entre cloud privé et cloud public. Un point qui est quand même important à mentionner, il y a certains clouds qui ont des niveaux de sécurité qui sont quand même des fois plus importants que les hôpitaux. Donc, il y a toute la notion de sécurité. Il faut s'assurer où est la donnée. C'est pas parce qu'elle est dans un endroit public qu'elle est mieux gardée que dans un endroit privé. Absolument. Moi, je vais peut-être répondre à la question finalement aussi, dans une certaine mesure. Je peux pas m'en empêcher. C'est directement dans mes cordes. Donc, une des choses qui est intéressante, moi, ce que je trouve, en fait, c'est qu'on a au Canada plusieurs lois qui vont protéger les renseignements personnels sur la santé. En fait, chacune des provinces canadiennes a une loi qui s'intéresse spécifiquement à la protection des renseignements personnels sur la santé. La seule exception, c'est le Québec, finalement, où c'est des choses qu'on va trouver dans la L3S, dans les codes de déontologie, ce genre de choses-là. Mais dans l'ensemble des provinces, on a des lois qui s'intéressent, en fait, une loi pour par province qui s'intéresse à la protection des renseignements personnels sur la santé. Ces lois-là ont été conçues dans un paradigme, disons, un peu plus traditionnel, où la santé au Canada, c'est quelque chose de public. Donc, les entités qui sont visées par ces lois-là, ce sont des entités publiques, donc les hôpitaux, les cliniques, certains laboratoires, mais donc sont exclus les entreprises ou les entreprises privées, que ce soit des entreprises de santé directement ou pas, qui, elles, vont être régies par un système de droit qui s'intéresse plus à la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Et si on a des lois sur la protection des renseignements personnels sur la santé, c'est parce qu'on considère que ce sont des renseignements qui sont particulièrement sensibles et que la protection doit être plus élevé finalement. Mais donc aujourd'hui, il y a plusieurs données qui sont générées. Tantôt, Alexandre a évoqué l'idée des Apple Watch ou des Fitbit, ce genre de choses-là, où il y a une donnée très granulaire, très importante, très riche, qui touche à la santé des personnes, qui est générée, qui est collectée par des entreprises privées qui sont pas officiellement ou explicitement à vocation de santé, mais qui vont chercher ces données-là et qui sont donc pas soumises aux lois sur la protection des renseignements personnels qui portent exclusivement sur la santé. Donc, on est dans une situation au Canada qui est un petit peu étrange dans la mesure où la grande quantité des données de santé qui sont collectées directement auprès
des individus, auprès des personnes, se trouve dans les mains des entreprises ou d'entités qui ne sont pas assujetties aux lois sur la protection de ces dits renseignements de santé-là. Donc, on a une petite difficulté pour répondre à la question au Québec et au Canada, comparativement à ailleurs, par exemple en Europe, là, disons avec le RGPD. Mais donc, c'est une question qui m'amène aussi, puis la question d'Anne-Sophie qui était très intéressante, m'amène aussi sur nos autres points, puis je vous propose peut-être qu'on joigne la problématique numéro 3 et 4 ensemble pour refaire un petit bout de chemin. Donc, vous avez parlé justement de la valorisation pas tant de la donnée, mais de la découverte. On a parlé de cet enjeu-là que à travers la donnée, on pourrait générer des bénéfices qui sont assez importants, puis que l'accès à la donnée est un petit peu plus compliqué et qu'on doit aller voir ces entités-là comme la Commission d'accès à l'information. La Commission d'accès à l'information, ce qu'elle fait dans une certaine mesure, c'est donner une forme de consentement social. En fait, parce que ce qu'on doit faire à la base, ou ce qu'on devrait faire, c'est aller chercher le consentement de chacune des personnes, parce que la confidentialité, la protection des renseignements personnels au Canada, au Québec, mais aux États-Unis, en Europe aussi, adopte une logique ou une approche qui est très personnaliste, qui est très individualiste, qui est fondée, la donnée, c'est un renseignement personnel, le nom le dit, pour certaines données, en tout cas sensibles, qui portent sur les personnes, et ça fait partie de l'autonomie de la personne, de sa dignité, d'être capable de choisir quand, comment, puis à qui cette donnée-là va être transmise. Donc, on a un droit, on a un mécanisme de loi qui est très individualiste, en tout cas, dans le sens où axé sur l'individu, axé sur la personne, on doit aller chercher l'autorisation individuelle et souvent, cette logique-là est opérationnalisée à travers nos lois par le principe de consentement. Donc, le consentement, c'est ce principe-là, principe d'équité dans le traitement de l'information, qui va donner le pouvoir à la personne, donc c'est centré sur la personne, de décider quand, comment, les modalités de circulation et de diffusion de ses renseignements personnels. Donc, maintenant, cette logique-là, est-ce qu'elle est encore actuelle aujourd'hui? Est-ce que la donnée ou le renseignement, on devrait encore le voir comme quelque chose qui relève de l'autonomie personnelle, qui appartient à l'individu, dans le sens pas d'un bien de propriété, mais que ça relève uniquement de la personne? Ou est-ce qu'on devrait commencer à voir les données comme peut-être une ressource qui est plus collective, et avoir un mode de gestion, une perception de gestion de la donnée qui s'intéresserait peut-être moins uniquement strictement à la liberté, puis à la dignité, puis à une autonomie individuelle, mais commencer à réfléchir peut-être aux enjeux ou aux bénéfices qu'on va négliger ou auxquels, quelque part, on renonce, ces bénéfices collectifs-là, en s'axant trop sur une logique personnaliste. Donc, j'aimerais vous entendre savoir, est-ce que vous pensez que la donnée, c'est quelque chose qui, on devrait le voir dans une perspective peut-être un peu plus comme une richesse collective, finalement, puis à partir de ce moment-là, gérer les données dans un paradigme qui serait moins individualiste, mais plus collectif? Donc, il y a 3 semaines, peut-être, on avait une rencontre des comités d'éthique, le temps passe vite, ça fait peut-être 4 semaines, ici, où justement, on avait un invité de la Finlande qui parlait de leur loi qu'ils ont mis en place au mois de mars dernier, qui, en fait, permet une utilisation secondaire des données pour faire de la recherche et de l'innovation. Innovation, on entend faire des produits qui vont se rendre chez les patients. Donc, c'est sûr qu'ils sont peut-être 10 ans en avance sur notre réflexion, j'espère pas aussi long. Mais ça c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Mais personnellement, je pense qu'on devrait être plus dans un système de opt-out pour lequel on aurait une éducation quand même soutenue de la population pendant une période de temps où votre consentement peut être retiré. Vous pouvez voir à quoi vont servir vos données. Parce qu'actuellement, il manque de transparence. Les patients ne savent pas à quoi leurs données ont servi, ne savent pas s'il y a des bénéfices utiles au partage de leurs données. Les formulaires de consentement sont tous papier. Dans un hôpital, des fois, il y en a 10 de sortes de consentement. Donc, ça devient très difficile pour l'intelligence artificielle de faire un peu le ménage là-dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de pression qui revient justement au comité d'éthique pour être capable de dire, ben, pour tel formulaire, ça veut dire ça pour l'IA, et pour tel autre, ça veut dire non pour l'IA. Donc, je pense qu'il faudrait avoir une façon plus numérique de capturer ce que le patient veut. Le problème, si on va dans un mode opt-in, où là, on demande à tout le monde qui est d'accord de partager, mais ça fait un peu comme le don d'organes, où en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui signent leur carte, les gens oublient. Et ce qui arriverait, c'est que là, on se retrouverait avec des modèles qui seraient extrêmement biaisés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne consentiraient pas.
parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils vont pas le faire. Et souvent, c'est une population qui va être plus à risque, qui est plus malade. Et là, ben, ça va engendrer des modèles justement qui vont être biaisés, qui vont mal desservir cette population-là. Donc, il y a une considération éthique à deux côtés. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que ça doit toujours venir du patient. La donnée lui appartient, mais ça pourrait peut-être de facto la réponse qui va aider tout le monde. Donc, si le patient, après, il veut dire, ben moi, cette donnée-là, je ne voudrais pas la partager, ben, il y aurait un moment pour le faire avant qu'elle soit partageable. Mais en même temps, si on sépare la donnée de la découverte, je pense que les craintes avec l'éducation pourraient largement tomber sur pourquoi pas partager toutes mes données pour autant que ces données-là me nuisent pas. Donc, une solution un peu mitoyenne, sans dire que les données, on met ça tout en commun. On reste sur la perspective de l'autonomie individuelle, la capacité de choisir de la personne de consentir, mais on a un modèle un petit peu comme le don d'organes là, dans les pays nordiques, de dire tout le monde fait partie de cette banque de données-là, donc il y a un consentement implicite finalement, et il y a une possibilité de retrait de consentement, donc un opt-out, mais de facto, tout le monde est inscrit dans cette banque de données-là. Donc, on resterait quand même dans un peu une solution mitoyenne, on reste dans l'autonomie individuelle, mais on a une flexibilité vers la protection du bien commun aussi. Et puis c'est sûr qu'il y a une évolution dans la compréhension des gens de qu'est-ce que l'intelligence artificielle. C'est pas quelque chose qu'il faut faire brusquement ou abruptement. On l'a vu justement avec les dons d'organes dans certains pays où c'était la bonne chose à faire. Ils ont fait ça trop rapidement, puis là, les gens ils ont eu peur de se faire enlever leurs organes pendant qu'ils étaient encore en vie. Donc, ça prend beaucoup d'éducation pour être sûr qu'on prenne les bonnes décisions, on consulte les éthiciens, on consulte la population, mais on n'est pas rendu là. Oui, je tiens à dire, j'ai vu dernièrement que la Nouvelle-Écosse vient de décider du consentement automatique pour le don d'organes. Et les autres provinces s'interrogeaient en disant est-ce qu'on doit le faire ou pas? Et donc il y a eu des études qui ont montré qu'il n'y a pas beaucoup de corrélation entre le consentement automatique et la disponibilisation des organes. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'éducation qu'on en fait. Comme vous dites, on peut avoir très peur qu'au bout d'un accident, on soit en fait passé pour mort et qu'il y ait des retraits d'organes, etc. Ça a beaucoup préoccupé même des parents avec des jeunes enfants. On ne voudrait pas qu'un nourrisson retrouve sans un cœur systématiquement, etc. Et je pense que pour les données, on ne peut pas faire le parallèle avec les organes. Mais tout de même, cette idée de consentement, j'y ai beaucoup réfléchi quand on a accueilli une chercheuse de France qui travaille au Health Data Hub. Donc, c'est le nouveau hub de données qui est en fait une transformation de l'existant qui existe en France. Et on lui demandait, mais alors, le consentement, comment ça se passe en France? Elle disait, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de consentement automatique, on parle de droit à l'information. Donc, elle nous disait, à partir du moment où vous êtes dans un système de soins publics où vous pouvez avoir des soins gratuitement, a priori, en ayant un numéro de sécurité sociale, l'État estime que vous devez consentir au partage de vos données. Mais on va vous garantir un accès d'information, c'est-à-dire vous pouvez faire l'option de retrait, mais aussi l'option de connaissance de l'utilisation. Et ils ont mis en place ce Health Data Hub que je trouve très intéressant, qui est doté non seulement de spécialistes de l'information qui vont guider les chercheurs, mais aussi des laboratoires pharmaceutiques, etc., dans l'accès aux données sécurisées, éthiques. Et en même temps, ils ont aussi des juristes qui vont presque faire une jurisprudence de l'accès aux données. Qu'est-ce qui est un accès sécurisé? Qu'est-ce qui est un accès pour un bien public? Quand est-ce qu'un laboratoire pharmaceutique ne peut pas avoir accès à des données parce qu'il va pouvoir faire des corrélations et peut-être partager ces découvertes-là avec un assureur, etc. Donc je pense que cette idée de consentement, c'est une étape. Mais après, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner des chercheurs ou des réutilisateurs dans un accès éthique, une réutilisation, etc. Je pense que c'est une réflexion qui est très avancée en Europe. Oui, effectivement, en Europe, ils sont en avance, entre autres avec le RGPD, mais au Canada, il y a la charte numérique du Canada là, qui a été annoncée il y a quelques mois, je crois. Et ça, il y a l'item 3, je crois que c'est contrôle et consentement. Et là, ça dit les Canadiens seront en mesure de savoir qui utilise leurs données et à quelle fin. Mais ça, c'est des grands principes, ça n'a pas force de loi. Je pense que c'est des lignes directrices qui vont permettre de faire avancer les choses. Mais il y a ce principe-là, puis il y a le principe de transparence aussi, qui est le quatrième principe. Il y en a 10 principes dans la Charte canadienne du numérique. Donc, il y a des premiers pas qui sont faits, mais il y a encore du travail du côté légal, je pense, juridique à faire. Caroline? En fait, tout a pas mal été dit. Là. Je pense que
Je pense que les gens vont avoir besoin de savoir un peu à quoi servent leurs données. Le problème, c'est qu'on peut pas faire un consentement comme on le fait pour un projet spécifique, parce qu'un projet spécifique, c'est ça, l'objectif est ça, vos données vont servir à ça. Donc, ici, on est plus dans un contexte où est-ce qu'il y a du développement qui va se faire, donc vos données vont servir, mais potentiellement à plusieurs choses. Donc, il faut que les gens aient quand même cette notion de d'être en sécurité, de dire que bon, mes données vont servir à des bonnes fins. Je pense que c'est, puis là, on va peut-être un peu dans l'idée de la fiducie, là, mais je pense que l'idée de pouvoir dire, ben non, moi, je veux pas que mes données soient utilisées est correcte, mais je pense que de base, on doit prendre pour acquis que la plupart des gens doivent consentir, parce que sinon, comme on disait, il va y avoir des biais énormes, puis c'est l'avantage de notre système de santé qui est universel, c'est d'avoir justement tout le monde, donc ça serait dommage de faire en sorte qu'on n'ait plus cet avantage-là. Il y a un système de opt-out au Québec présentement, puis je suis convaincu que la majorité des gens ici ne sont pas au courant, mais le dossier Santé Québec, le DSQ, par défaut, vous êtes participant à ça. Donc, vos données d'imagerie médicale vont éventuellement se retrouver dans le DSQ, données de consommation de médicaments et données de laboratoire. Il y a un fichier des refus qui existe. Vous pouvez écrire au ministère et dire, moi, je veux pas que mes données soient partagées dans le DSQ. Mais je pense que c'est peut-être 2-3% de la population qui pris la peine d'écrire au ministère pour dire, je veux pas. Mais en même temps, ça devient difficile de donner des bons soins quand l'information ne circule pas entre les intervenants. C'est quand même assez fascinant qu'il y a des groupes très vocaux, en fait, qui empêchent, ce qu'on me dit, c'est qu'en commission parlementaire, ces groupes-là sont très vocaux sur la protection de la vie privée et ils ne reflètent pas nécessairement l'opinion générale la majorité des gens croient que c'est une bonne chose que l'information circule bien dans le réseau de la santé. Et je suis convaincu que les gens sont aussi très à l'aise avec le fait que leurs données soient utilisées à des fins de découverte. Donc il faut quand même considérer cette frange-là de la population qui est assez réfractaire à toute forme de partage d'informations dans un disons, un cadre de bien commun, là. C'est ce qu'on parle ici. Et je pense que ce qui crée de l'angoisse, pour parler des préoccupations, et c'est aussi les miennes, ce serait plutôt la réutilisation à des fins non éthiques commerciales. Ça, et généralement, peut-être qu'il y a une appréhension de la part des patients, du citoyen, de nous-mêmes, quand on voit tous les scandales qu'il y a pu avoir, par exemple en Angleterre avec le NHS, ou même lorsqu'un système de santé publique s'associe avec une entreprise, donc dans le scandale DeepMind, le NHS avait fait une association avec DeepMind, qui est en fait une branche de Google qui a été rachetée, avec un transfert d'informations, de dossiers, et on réalise, on va dire, 3 mois après, qu'il n'y a pas eu de consentement pour cette utilisation. Donc là, ça peut quand même préoccuper énormément quand c'est pas seulement un Google, un Apple qui réutilise pour des fins commerciales, mais un système de santé publique qui a accès à des millions de dossiers électroniques, qui va faire un accord avec une entreprise pour faire de la recherche, etc. Et on se rend compte qu'il y a une fuite, une réutilisation non consentie. Donc ça crée de l'appréhension, de la méfiance vis-à-vis des systèmes publics. Je pense que ça dessert un petit peu la cause. Et quand on voit autre chose qui n'est pas forcément la santé, on se rend des scandales où on voit que des systèmes d'information sont paralysés par des attaques et on se dit alors l'État n'a pas les moyens de sécuriser nos données personnelles. Je pense qu'aussi c'est un vrai obstacle à un consentement automatique, au moins une réflexion citoyenne en groupe sur ça. On a eu notre propre petit scandale au Québec l'année passée. Dans la presse, je me rappelle, il y avait sur la page Frontispice, c'était « Dossiers médicaux à vendre ». Et là, ça a fait une patate chaude au ministère pendant quelques semaines, cette affaire-là, parce que en fait, c'est une compagnie qui vend des dossiers médicaux électroniques dans les cabinets de médecins. Ils voulaient bien faire, je crois, en associant un patient avec son assureur pour être en mesure de trouver le médicament le moins cher pour ce patient-là en fonction de son régime d'assurance. Donc, je pense qu'au départ, il y avait une bonne intention, mais là, comme il y avait la compagnie d'assurance qui avait accès, ou en fait, elle n'avait pas nécessairement accès, mais la perception de la population de ce genre de choses-là, dès qu'on dit dossiers médicaux électroniques, compagnie d'assurance, ben là, il y a des apparences de conflit d'intérêt. On tombe rapidement dans, souvent peut-être les sentiments plus que le rationnel, là. Mais c'est des choses, les gens sont extrêmement frileux face à ce genre de situation-là qui font les manchettes, là. Oui, une question? Oui, absolument. Bonjour, Corina Fisher. J'ai un petit peu la difficulté avec ce qu'on vient de discuter là, puis j'essaie de me demander comment ça peut se régler pour créer un système de santé qui est durable,
Il faut trouver des moyens de soigner le plus de personnes à moindre coût possible. Puis une des manières de pouvoir le faire, c'est aider les manufacturiers de dispositifs, de médicaments, d'avoir accès aux résultats, aux clinical outcomes des patients. Donc, l'idée de fournir des données aux gens qui développent des innovations pour soigner les gens, pour offrir des meilleurs soins et réduire les coûts, je trouve ça intéressant. Fait que je me demande comment ça pourrait se faire. Je vois que c'est quelque chose de valable. Ben, en fait, je pense que toutes les pharma vont chercher justement ce real-world evidence. Ils veulent savoir comment améliorer l'efficacité ou mieux déclencher leur traitement. Ils cherchent à avoir des tests compagnons qui sont plus performants. Un manufacturier n'aime pas ça, que son traitement fonctionne à 30%. Il aimerait mieux qu'il y ait un petit test qui est fait avant, puis que son test finalement fonctionne à 80%. Et je pense que c'est là que l'IA intervient. Plutôt que de fournir la donnée brute aux manufacturiers, on peut avoir un modèle qui apprend sur la donnée, ce qu'on appelle un biomarqueur numérique, et qui va être capable d'être adjoint au produit avant sa consommation pour dire, ben, justement, oui ou non, vous devez le prendre. Donc, actuellement, il y a des modèles au stade de recherche, on n'est pas encore en commercialisation. Juste sur la base d'images, on peut prédire la réponse à la chimiothérapie. Ça a été démontré par des collègues à Sunnybrook. Donc, on arrive vraiment dans cette mouvance-là, où on veut faire des produits dérivés, mais qui sont des biomarqueurs numériques. Et ce biomarqueur numérique-là ne contient pas la donnée patient, mais vont être extrêmement utiles, soit aux manufacturiers d'équipements pour mieux interpréter leur signal, ou soit aux pharmaceutiques pour mieux se déclencher. Donc ça, c'est une façon, je dirais, relativement facile pour pas que la donnée sorte. Bonjour, Isabelle Vézina. Je suis étudiante en maîtrise à l'Université Laval en design et passionnée de l'innovation en santé. Alexandre t'a dit, les patients, c'est à eux les données. Ah oui? C'est drôle, mais pas certaine que mes données de santé m'appartiennent, que je pourrais en avoir une copie. Puis que je suis née, que je vais chez le médecin, puis j'aurais pas accès à ces données-là. Fait que oui, en principe, mais dans la réalité, je sais pas ce que tu en penses, mais il me semble qu'on n'est pas particulièrement propriétaire de nos données de santé, au Québec en tout cas. En fait, il y a deux notions. Il y a la notion de propriété, puis la notion de curateur ou de custodian. Donc, l'hôpital gère ces données-là, mais le patient, c'est ses données à lui. On peut demander copie, mais là, évidemment, c'est des copies papier qui circulent un peu partout, donc c'est toujours compliqué. Il manque de fonds pour numériser tout ça. Souvent, quand on a une révolution ou une nouvelle technologie, c'est très difficile pour soit un appareil gouvernemental ou des institutions ou même des organisations ou des compagnies de rester 2 niveaux en retard. Donc, l'IA va tirer beaucoup des gens vers, OK, ben là, on va commencer à numériser les choses, on va enlever les fax, on va se moderniser. Oui, j'avais commencé à parler de ce qu'on appelle le consentement continu. En fait, c'est de plus en plus, il y a la notion de temps aussi qui s'intègre là-dedans. Donc, tout à l'heure, on parlait du type de données qu'on va permettre, dont on va permettre l'utilisation, mais il y a aussi la question de pouvoir se retirer à n'importe quel moment. Dans le modèle que vous présentez, je vois difficilement comment ça serait possible. Puis je rebondis aussi sur le commentaire de Madame aussi qui est un peu lié sur le fait en fait que les projets futurs on les connaît pas. Fait que moi, je veux bien pouvoir consentir de tel type de données, mais sans savoir éventuellement quels sont les projets futurs. Puis de quelle façon aussi je vais pouvoir, par exemple, me retirer en chemin si je le décide ou dans un système de opting out. Je vais introduire un peu le concept de traçabilité de données. Souvent, la notion de vie privée est importante, mais je dirais que la traçabilité est presque aussi importante. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut savoir à tout moment qui a accès à la donnée. Et ce qu'on n'aime pas, c'est que des gens font des copies puis que ça disparaît dans la nature. Donc ça, on veut pas on perd la traçabilité de la donnée. Donc, ce qui est permis actuellement, du moins dans nos modèles, c'est que si un patient retire son consentement, ben, automatiquement, la donnée elle est effacée. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on est dans un monde virtuel, on est dans un monde logiciel. Donc, on n'est pas dans une étude clinique
traditionnelle où le patient veut juste sortir de la salle et dit « Moi, je ne veux plus faire partie de cette étude clinique-là, je sors de la salle. » Donc là, évidemment, tu ne peux plus rien faire avec le patient. Quand c'est une donnée, ben oui, tu enlèves la donnée, mais tu dois enlever aussi, puis on a poussé la réflexion à l'extrême, aussi tout produit dérivé. Donc, un modèle qui a appris sur votre donnée, si vous retirez votre consentement, nous, automatiquement, on efface ce modèle-là et on le réentraîne sur N-1 données. Donc, ça, c'est un peu de... Oui, n'importe quel modèle en étude clinique, hein? Donc, une fois que la pilule est sortie sur le marché, on peut plus l'enlever, mais toujours pendant que c'est en étude clinique, un patient peut décider de se retirer d'une étude clinique, donc il devrait pouvoir se retirer d'une étude clinique en IA. Donc, l'idée, c'est d'amener plusieurs de ces réflexions-là, entre autres la déclaration d'IA responsable de Montréal. Il y a des principes, certains de ces principes-là, on peut les appliquer par design. Et là, ça devient beaucoup plus rassurant si je sais que le modèle ne contiendra pas un apprentissage sur ma donnée. Donc là, on a poussé à l'extrême un peu cette réflexion-là par design dans le logiciel. Ça se refait tout seul, automatiquement. Concernant le consentement continu, on a soumis aujourd'hui une demande de subvention sur un truc qui ressemble à ça, où on veut faire un portail pour que le patient puisse consentir et pouvoir se reconnecter à la plateforme et changer son consentement comme bon lui semble, en respect de l'esprit du RGPD européen et dans l'esprit de la Charte du numérique. Donc, c'est des développements qu'on veut faire, technologiques qu'on veut faire à Pulsar, ici à l'Université Laval. Donc, le projet de plateforme collaborative en santé qui gère de données, mais on veut donner la chance aux participants de pouvoir se retirer quand ils veulent. Okay, c'est vraiment ça. C'est qu'on utilise votre donnée, mais en contrepartie, vous pouvez vous garder le contrôle sur cette donnée-là. Ça nous amène peut-être à parler de fiducie de données, où là, en fait, le citoyen pourrait être amené à confier à une fiducie ces données pour que la fiducie les gère pour des finalités qui sont considérées comme bonnes. De la même façon, je pense que c'est un modèle qui vient du modèle plus du monde financier, là, où on va placer de l'argent en fiducie. Donc, il y a des fiduciaires qui vont s'occuper de cet argent-là, toujours pour le faire augmenter en tant que possible et non pas diminuer. Donc, de la même façon, la fiducie de données permettrait à des gens de décider à la place d'autres la finalité des données. C'est un modèle de gouvernance qui est discuté présentement. Il y en a d'autres. Je pense que Pierre-Luc, tu pourras en parler aussi assez longuement, mais c'est des choses qui permettent de s'adapter à l'ère numérique où là, la donnée est omniprésente. Il faut considérer des nouveaux modèles de gouvernance pour pouvoir la gérer. Donc, ça m'amène à placer justement le dernier point vers lequel je voulais vous amener. Donc, les pièces tombent bien finalement, qui est celui de la fiducie de données ou celui du data trust. Donc, on a identifié un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire d'accès aux données, de transparence, de traçabilité de la donnée qu'on vient d'évoquer aussi, de compréhension puis de contrôle de ces données-là, puis d'accès par le patient, donc d'exercer son droit d'accès à l'information, puis de rectification, de retrait de consentement, mais de comprendre aussi que les chercheurs soient capables de découvrir la donnée, l'enjeu de découvrabilité, de savoir même qu'elle existe et pouvoir aller la chercher. Donc, Philippe, tu as évoqué la charte numérique canadienne. Il y a un des rapports d'innovation, sciences et développement économique du Canada dans son projet de réforme des lois sur la protection des renseignements personnels qui nous dit que dans cette optique de collaboration, de gestion collective des données, on devrait peut-être aller réfléchir à cette idée de data trust ou de fiducie de données. Donc, comme tu as commencé à le dire, Philippe, l'idée de la fiducie de données, c'est de mettre ensemble toutes les données, les mettre en commun, finalement, dans une fiducie. Il va être administré par un tiers de confiance, qui va prendre des décisions en termes de divulgation puis de partage de cette information-là en fonction d'objectifs, de fins et de finalités qui auront été identifiées préalablement, que ce soit par la population, par le gouvernement, et que les personnes qui vont administrer ces fiducies de données-là, finalement, ils vont devoir divulguer ces informations en fonction de ces objectifs-là, puis veiller à la protection des patients. Donc, une des solutions qui est amenée, c'est de dire, mettons les données de santé dans une fiducie qui serait publique, qui serait administrée par un tiers qui serait public, définissons les termes selon lesquels on va vouloir partager cette donnée-là et sous quel format pour quelle finalité. Donc, quand c'est pour une fin, par exemple, de recherche,
on pourrait le faire. Quand c'est une fin d'employabilité ou d'assurance, on ne pourrait pas le faire. Et donc, que cette fiducie de données-là serait ce guichet unique-là pour aller chercher de la donnée, mais aussi pour le patient de savoir où la donnée est, à quoi elle sert, et que chaque personne puisse avoir, en quelque part, cette identité individuelle, identité numérique, d'avoir, ben, mes données sont allées là, sont allées là-bas, d'avoir cette traçabilité de la donnée et d'être capable d'aller retirer son consentement à certains moments pour certains projets ou certains autres projets. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on définit ces intérêts-là? Qui devrait les définir? Est-ce que ça devrait être, il y a des approches qui proposent qu'on fasse ça un petit peu à l'image de la Déclaration de Montréal, c'est-à-dire de bas en haut, de faire émerger ces intérêts-là. Par la suite, comment est-ce qu'on tient les administrateurs responsables? Et surtout, quand on assure cette traçabilité de la donnée, c'est-à-dire qu'on fait une entente de partage de données avec une entité, comment est-ce qu'on fait le suivi pour être sûr que on voulait faire une fin de recherche, ben, que ça soit pas redistribué par la suite à une compagnie d'assurance. Donc, il y a quand même des enjeux de comment est-ce qu'on structure ces fiducies de données-là, comment est-ce qu'on définit certains intérêts, comment est-ce qu'on articule le consentement, comment est-ce qu'on le retire. Et je sais que Philippe, en quelque part, moi, je trouve que Pulsar, je sais pas si tu veux en parler un petit peu, ressemble un peu à une fiducie de données qui a été créée à l'Université Laval. Peut-être nous parler des difficultés ou des belles choses que vous avez vues à travers Pulsar quand est venu le moment de définir, en fait, le cadre de politique, la politique de gestion des données, finalement. Dans Pulsar, il y a toujours l'aspect citoyen qui est extrêmement important. Donc, la communauté est partie prenante du projet. On ne veut pas être juste des chercheurs entre nous. On veut intégrer aussi les décideurs et la population. Donc, on est encore en réflexion par rapport à ça. Je peux dire que Pulsar, c'est un très beau banc d'essai pour ce modèle-là de gouvernance de données, mais ça va nous prendre des juristes pour faire ce genre de travail-là parce que moi, c'est un dossier que je maîtrise très mal parce que ça a des implications légales assez importantes que je ne maîtrise pas, mais je suis tout à fait ouvert à ce que le Pulsar devienne une espèce de pilote de ce modèle de gouvernance-là des données. On soutient Pulsar. Je vais faire peut-être une petite nuance que je trouve quand même importante sur le terme fiducie de données. Je vais parler de domaine bancaire un peu. Donc, j'ai essayé de convaincre toutes les banques du monde de toutes déposer leur argent dans mon sous-sol, puis ça n'a pas fonctionné. Puis c'est un peu ça, je pense, la difficulté de mettre en place une fiducie de données. Si on regarde le domaine bancaire, je me promène avec ma carte de guichet, je vais dans n'importe quel pays, je peux retirer de l'argent d'une banque que je connais pas, et cette banque que je ne connais pas va être capable d'interroger ma banque maîtresse, et l'argent va s'échanger. Ils ont trouvé des protocoles d'échange standards, et ça fonctionne quand même assez bien. Donc, eux, ce qu'ils ont implanté, c'est pas une fiducie de données, c'est une fiducie de données distribuée. Donc, c'est un peu cette approche-là. Fait que c'est la petite subtilité que je vais introduire. Je pense que ça va être difficile d'avoir au Canada, de mettre toutes nos données en commun dans le milieu du Canada pour différentes raisons. Donc, peut-être que ça va se faire dans un horizon très long. Donc, on s'est dit, plutôt que de faire ça, on va confier à chaque établissement qui a déjà la garde actuelle, qui est déjà la custodienne des données, la gestion de ses propres données. Donc, c'est quelque chose que les gens font déjà dans leur établissement. Et on va utiliser une technique en intelligence artificielle qui s'appelle l'apprentissage distribué, l'apprentissage fédéré. Donc, essentiellement, on va apprendre de façon collective de ces différents data trusts distribués-là, sans que la donnée sorte de chaque établissement. Donc, ça, c'est un peu la subtilité qu'on apporte, et je pense que ça permet à différentes grandes data trusts individuelles de collaborer avec d'autres data trusts qui souvent vont être des pathologies différentes ou des domaines particuliers ou qui vont avoir des données différentes, mais dans un mécanisme de partage avec une gouvernance commune. Donc, je dirais, il y a une année environ, le gouvernement fédéral a lancé un appel à projet pour déployer une plateforme de découverte à travers le Canada. Puis quand je lisais la description du projet, je dis, ben c'est exactement ce qu'on fait. Donc, on a déposé un projet. On était environ 40 consortiums à déposer des projets. Dans notre consortium, on a réussi à rapatrier une centaine de membres, donc des hôpitaux à travers tout le Canada, les 3 instituts d'intelligence artificielle, des universités, le CHU de Québec,
les centres génomiques, d'autres entreprises, pour être capable de mettre sur pied justement cette plateforme de santé numérique et de découverte qui illustrait un peu les principes que je vous ai mentionnés. Donc ça, c'est en co-direction avec l'Institut de recherche Terry Fox et Imagia pour implanter justement ce Data Trust distribué qui va s'inspirer beaucoup de la déclaration de Montréal d'IA responsable. Et on va essayer d'appliquer le plus possible l'ensemble de ces principes-là par design pour éviter les scandales qu'on a connus dans les médias sociaux. Et la clé de tout ça, c'est l'interopérabilité des systèmes et Pulsar. Et ce qu'on fait, on est toujours aligné, nous, avec ce qu'on appelle les principes FAIR, qui dit que la donnée devrait être découvrable, accessible, interopérable et réutilisable le plus possible. On est dans une mouvance où les bailleurs de fonds, la recherche nous disent, on vous donne de l'argent pour que vous génériez de la donnée, mais on veut que ça serve à vous, mais aussi à d'autres chercheurs. Donc, on est dans un mode plus de données ouvertes. Ça change les choses. Mais nous, on est vraiment très alignés à l'interopérabilité de nos systèmes. On s'assure qu'on utilise des standards, des normes ouvertes pour pouvoir échanger l'information facilement, entre autres avec la plateforme là, qui est pilotée du côté d'Imagia. Je ne sais pas si cette initiative est différente de celle qui est pan-canadienne du SRAP. Oui, elle est différente. Malheureusement, c'est ça. Il y a quand même beaucoup d'initiatives pan-canadiennes. C'est ça qui est. Ouais. Mais c'est ça qui est trop intéressant, c'est qu'en vous écoutant, je connaissais seulement celle qui est entre BC, donc la Colombie-Britannique, l'Université de Sherbrooke, où on essaye quand même que les professionnels de la santé aient accès aux données sur place à travers un accès unique. Et je vois qu'en fait, il y a beaucoup d'initiatives pan-canadiennes. Est-ce que c'est une préoccupation? En fait, c'est une très bonne question. Je dirais au Canada qu'on est quand même un petit pays en termes de population. On était assez brillant pour morceler ça en 13 systèmes de santé. Donc là, on est encore plus petit. Et je pense que ça va être une grande difficulté d'avoir un alignement fédéral, provincial et organisationnel. Donc nous, on a quand même réussi à rallier 100 acteurs importants au Canada, le support du fédéral, le support du Québec. Donc le Québec nous soutient énormément dans notre démarche. Et là, on est en train de faire la même chose avec d'autres provinces, dont l'Alberta, dont Vancouver, où est la Colombie-Britannique, où est l'Institut de recherche Terry Fox. Mais je pense que ça va être ça qui va être notre talon d'Achille au Canada. Si on n'arrive pas à avoir cette interopérabilité-là, parce qu'on ne peut pas empêcher justement plusieurs initiatives de structurer la donnée. Au contraire, on veut stimuler les gens qui s'organisent, qui organisent la donnée, ou dans un hôpital, il y a 900 systèmes. C'est quand même assez incroyable. Donc, si on peut stimuler ça, puis qu'en bout de ligne, ces systèmes se parlent, soient interopérables sous une gouvernance qui est quand même attendue, je pense qu'on va pouvoir être un joueur quand même assez important. La plus grosse banque de données Data Trust actuelle, corrigez-moi si je me trompe, là, c'est celle du UK Biobank où il y a 500 000 personnes, où il y a eu quand même beaucoup de tests qui ont été faits sur ces personnes-là. Donc, c'est une banque qui est très riche. Au Canada, on est 30 millions. Fait que si on fait bien nos choses, je pense qu'on peut avoir une très belle banque de données distribuée qui respecte les principes où on ne va pas valoriser la donnée, mais on va valoriser la découverte. Donc, ce ne serait pas nécessairement d'avoir un seul Data Trust, mais d'en avoir peut-être plusieurs, que ce n'est pas une mauvaise chose, mais qu'il y ait ce pouvoir qui serait conféré à chacun de ces administrateurs-là ou ces personnes qui ont déjà ces données-là, de ne pas être obligé d'aller chercher des autorisations extérieures, mais d'avoir ce pouvoir de, un petit peu comme on disait en Alberta ou en Ontario, de divulguer ou partager cette donnée-là à travers des politiques qui seraient peut-être, elles, communes, par contre, en fait. Donc, il faudrait qu'il y ait une définition peut-être des intérêts et des lignes directrices pour le partage de renseignements qui seraient, elles, communes. Donc, il n'y a pas juste une interopérabilité au niveau technologique, mais au niveau peut-être même éthique ou social, finalement, qu'on se dise, on se met tous d'accord pour suivre les mêmes principes, même si les data trusts sont différents, puis chacun l'administre en fonction de ces principes qui seraient généraux, là, qui seraient plus collectifs, là, finalement. Tout à fait. Donc, chaque hôpital, dans notre consortium, il y a environ une quarantaine d'hôpitaux, où les hôpitaux, des fois, c'est des grands groupes, vont tous être maîtres de leur data. Donc, c'est eux qui vont décider qu'est-ce qu'ils en font, basé sur les approbations des comités d'éthique, basé sur les consentements des patients. Mais cette gouvernance-là va assurer cette interopérabilité plus éthique. Très bien. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des
questions, des commentaires? Est-ce que vous considérez que les données de santé, c'est une ressource publique? Comment est-ce qu'on voit ça? Merci. Donc, Luc Simon, je travaille ici à l'Université Laval, un petit peu dans les données, au bureau de planification et d'études institutionnelles. Donc, pas sur les données de santé, mais sur les données d'études à l'université. Ce que je comprends, c'est qu'il y a comme le paradoxe, c'est que la donnée naît personnelle. Au départ, la donnée est forcément personnelle, mais que l'utilisation puis l'utilité, une fois qu'elle est dans une base, c'est qu'il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'elle a encore besoin d'être personnelle une fois qu'elle est mise en commun, une fois qu'elle est structurée? Est-ce qu'on a besoin de garder les identifiants et la fameuse traçabilité? J'ai l'impression qu'on réglerait, qu'on simplifierait beaucoup si, quand vous parlez des fiducies, si les données, avec le tiers de confiance, son rôle, c'était justement de l'anonymiser de façon suffisante et de la découper, de faire en sorte qu'on ait des produits de données utilisables par l'IA, par toutes sortes d'utilisations, mais qu'elle ne soit plus de la donnée personnelle une fois qu'elle est là-dedans, qu'on ait perdu toute trace, qu'on la mélange avec des données qui viennent de d'autres pays, puis tout ça, pour faire en sorte que ce soit, à toute fin utile, même plus concevable de dire qu'il y a un risque pour celui qui l'avait fourni au départ. Donc, est-ce que c'est pas une solution, une façon d'essayer d'avoir accès à beaucoup de données en les dépersonnalisant, tout simplement? Je peux prendre... Donc, c'est très difficile d'anonymiser la donnée. Elle n'est jamais complètement anonymisée. Puis il y a certains types de données qu'on peut difficilement anonymiser, dont les données génétiques. Donc, si j'ai votre profil génétique complet, donc c'est une donnée il existe des techniques où je peux l'encrypter. Je peux apprendre sur la donnée encryptée, puis après décrypter le modèle. Mais on n'est pas rendu là. C'est vraiment des axes de recherche pour être capable de travailler sur des données que je ne peux pas anonymiser. Donc, la donnée génétique est un très bon exemple. Donc, c'est pour ça qu'on est pris un peu dans ce carcan-là où on veut garantir la traçabilité, puis essayer, si on veut, de créer une séparation entre la donnée et la découverte, parce que on est tous des individus qui sont un petit peu différents d'un point de vue génétique, là. J'ai une autre question. Philippe? Rapidement, c'est rigolo parce qu'en Ontario, quand on anonymise la donnée, ça devient plus du renseignement personnel. Corrige-moi si je me trompe. C'est ce qui permet, en fait, d'être plus libre pour les chercheurs, là, plus de liberté. Alors qu'au Québec, c'est comme si on avait anticipé ces problèmes-là de réidentification. Puis dans la loi, même si on enlève les identifiants, ça demeure du renseignement personnel. Donc, c'est des subtilités légales qui, a posteriori, on se rend compte que c'est peut-être intéressant là, d'avoir conservé ce caractère personnel-là, même si on avait enlevé les identifiants au Québec. C'est comme si on avait un peu anticipé ces problèmes de réidentification-là, mais je suis convaincu que c'était pas le cas, là. C'est qu'en fait, c'est que la loi, juste pour répondre en fait, il y a deux écoles. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est dépersonnalisé, c'est plus un renseignement personnel. Ça, c'est une interprétation, puis c'est ce qu'on va trouver même dans l'interprétation de la loi dans le secteur privé, en partie sur la loi sur l'accès, mais après, c'est la question d'interprétation aussi. On interprète comme, finalement, il y a une partie de subjectivité, puis la Commission d'accès à l'information, elle interprète le renseignement personnel dépersonnalisé comme gardant son caractère personnel. Donc, même quand il est dépersonnalisé, il reste un renseignement personnel au sens de la petite incohérence derrière tout ça, mais c'est pour, en quelque part, anticiper que c'était peut-être très anticipateur, prévoyant, finalement, d'anticiper ces changements-là, finalement, ou ces risques-là. J'ai deux questions. En fait, moi, j'avais un commentaire là, par rapport à cette question-là, mais finalement, vous avez dit à peu près ce que j'allais dire, c'est que avant, c'était facile de comprendre ça voulait dire quoi anonymiser, qu'on avait des jeux de données assez simples. Statistique Canada publiait des tableaux de contingence, quelques petites choses. C'était clair qu'est-ce que ça voulait dire anonymiser. Mais avec l'IA, on a des sources de données super variées. Le code génétique, c'est ça, c'est difficile à anonymiser à la base, mais plein d'autres informations. Si j'ai la montre qui prend, disons, ma position en même temps, mais là, anonymiser ma position, ça devient plus compliqué. Fait que je pense qu'en fait, l'IA et l'utilisation de données non structurées et plus variées amènent beaucoup plus de difficultés à définir ce que ça veut dire être
finalement dépersonnalisé, anonymisé. C'est des termes qu'on utilise comme ça. Mes données sont anonymisées, mais il y a un groupe de statisticiens et d'informaticiens qui travaillent en fait là-dessus. J'en fais partie, puis de savoir comment est-ce que je peux définir qu'est-ce que ça veut dire être anonymisé. Comment je peux le quantifier, qu'est-ce que j'ai vraiment comme information. Donc, je pense que en fait, c'est que ces nouvelles données-là nous amènent des nouvelles difficultés d'anonymiser l'information. Très pratico-pratique. Si vous me donnez votre taux de cholestérol, j'aurai de la difficulté à vous retrouver dans la base de données du CHU. Si vous me donnez 3 valeurs consécutives, je vais vous retrouver immédiatement avec les 2, avec 3 digits. Là, c'est facile. La chance que ce soit quelqu'un d'autre sont très faibles. Donc, statistiquement, je vais pouvoir vous identifier avec des mesures qui ont l'air anodines. 3 mesures de taux de cholestérol, ben ça va pointer vers un individu assez facilement. Mais, donc, ce que je voulais dire, c'est que les fiduciaires pourraient organiser le jeu de données pour faire en sorte que, même si on a toutes les données, on ne sait pas qui est l'individu. Dans le sens que si... On peut identifier où vous travaillez, puis ensuite le type de consultation que vous avez fait, est-ce que vous avez pris des congés de maladie, je sais pas, mais si on veut essayer de vous retrouver, ça sera pas si difficile que ça. Si l'information est vraiment toute colligée ensemble, plein de sources de données. Si c'est juste des données de cholestérol, voilà, c'est tout, ben non, on vous retrouvera pas. Mais s'il y a d'autres informations, ça devient plus facile qu'on pense de réussir à retrouver quelqu'un dans la population. J'ai une dernière question. En fait, ouais, mais je pense que finalement la question a été répondue. Mais j'ai pensé à ça rapidement pour les données en santé mentale. Comment ça se passe en fait pour ce type de données-là? Les dossiers psychiatriques sont différents au terme de la loi. Je pense que ça se peut à l'hôpital. Je sais que c'est un dossier à part normalement, là, mais je pourrais pas m'avancer là-dessus étant pas clinicien. Non, ben je pense que ça va être. Moi, je pense que ça va être une bonne question pour la suite des choses parce que c'est vrai qu'on s'est pas posé cette question-là. Très intéressant, mais oui, c'est vrai que moi, non, point d'interrogation sur ça. Je sais qu'il y a une séparation en fait de ces dossiers-là au niveau hospitalier. Parfait. Donc, écoutez, c'est ce qui va clore notre 5 à 7 IA Santé. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. C'est très apprécié. Puis peut-être qu'on peut... pardon? Remercier les panélistes. Absolument. On va remercier et applaudir même nos panélistes, s'il vous plaît.